Salut, bonjour à toutes et à tous. Voilà, dès la première manche de la saison, Gigi, notre Evan Gilter national, l'a fait. Waouh, je m'y attendais pas aussi vite. C'est dingue, c'est juste dingue. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Merci beaucoup. Linox F1, salut. Première fois que j'ai regardé de la Africa et victoire française. Bah écoute, t'as l'air de nous porter chance, donc essaye de regarder le plus de courses possible. Merci beaucoup Flo Lament pour le sub, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup d'ailleurs. Je tiens à m'excuser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dont je vois pas les resubs, mais je sais que vous êtes toujours là et je vous en remercie énormément. Cyclo-Exam qui nous dit ça n'a pas super bien commencé comme week-end, mais au final, c'est vrai que ça a fini quand même en apothéose avec cette victoire d'Evan Gilter. C'est vrai que Nika Paléologue nous dit que le week-end était plutôt chargé avec le WEC, l'Indy. Il y avait le Grand Prix routier d'Indianapolis avec notamment Théo Pourchère. Il y avait l'IMSA, le Grand Prix de France de moto, bien évidemment. Et en plus de ça, et c'est pour ça qu'on est réunis sur ce live, de la Freca et de la F4 française. Ouais, on a eu un week-end de dingue et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas pu suivre vraiment ce week-end de Formule de promotion, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'événements au Mans, à Spa-Francorchamps, etc. Donc on est là pour faire le résumé de tout ce week-end, ce sublime week-end. Le peuple réclame Evan sur le live. Bon, j'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu ça. Je pense que déjà il doit fêter, il doit bien célébrer, ou peut-être déjà en train de s'entraîner, car la prochaine manche est dans 2 semaines. Mais vous inquiétez pas, on réinvitera Evan sur la chaîne, car oui, Monsieur Evan Gilter a déjà été invité sur cette chaîne. J'en profite pour remercier déjà. Pour tous vous remercier, car on a passé le cap des 500 followers, on a passé le cap du demi-millier de followers depuis le dernier live Twitch. Alors merci beaucoup aux 503 personnes et 504 pardon. Merci Marin HRN. Alors je remercie ceux qui ont follow depuis le dernier live, c'est-à-dire Mancelon, Oceana 4213, Samy 97464, Eagle of Death 13, Lower 12, Temax, Gauthier 0, Linox F1, Théo Top, Flo Lament du coup qui a sub, et Marin HRN qui vient de follow. Merci beaucoup à vous tous. Puis oui, c'est vrai qu'il y avait le Grand Prix historique de Monaco en plus de ça. Cyclo-Exam qui nous dit bien, avec à juste titre, plus qu'Evan, il y a eu des vraies belles performances de certains de nos autres Français sur la course 2. Ouais, je vais pas dire qu'on savait plus où donner de la tête, mais nos Français ont répondu présent dès la première manche de la saison. Ça commence sur des bonnes bases. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait à la perfection. Et on va revenir sur ce week-end de Freca. J'en profiterai aussi un peu plus sur la fin pour revenir sur la deuxième manche de F4 française, et aussi très rapidement, puisque je sais que ça tient à certains de nos fans belges ici, revenir sur la F4 espagnole, que moi j'avoue personnellement, ouais bah oui, mais moi personnellement je l'ai pas suivi puisque j'étais bien occupé par mon week-end, à des préparatifs liés à mon mariage, et donc j'ai juste eu le temps de regarder l'Africa et la F4 France, pas pour la F4 espagnole, désolé. Alors bien évidemment j'ai préparé ce splendide PowerPoint, évidemment Evan Gilter fait la une. Evan Gilter fait la une victoire française en Freca, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors évidemment, le dernier Français à avoir gagné, c'était Alessandro Giusti, mais avant ça, fallait revenir à Adrien David et Isaac Adjar. C'est-à-dire que sur ces dernières années, on a quand même eu certains pilotes. On a eu du Esteban Masson, du Maceo Capieto, du Sami Mektounif qui est aujourd'hui en Formule 3. Aucun d'entre eux n'a gagné en Freca. Evan Gilter, lui, alors c'était pas son premier week-end puisqu'il avait déjà fait les 2 derniers week-ends de Freca l'an passé, après son titre en F4 France, mais Evan Gilter, premier week-end de la saison, première victoire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, hein. On rappelle que ART, il n'avait pas gagné du tout l'an dernier, il y avait eu 0 victoire, et là, bah, Evan est arrivé, quoi. Evan est arrivé, donc évidemment on va pas faire un live entier sur Evan Gilter, mais c'est forcément l'événement le plus marquant côté français, et même pas seulement côté français, parce que vraiment il a fait un week-end exceptionnel qui a été remarqué et qui peut lui ouvrir potentiellement certaines opportunités, quoi. Voilà, un petit point sur ce premier classement de la Freca. Dommage pour Giusti, la malédiction des stickers William qui te font aller moins vite à frapper. Bah ouais, fallait avoir une voiture tout carbone peut-être.
Donc voilà, Rafael Camara, il faut pas l'oublier, Rafael Camara est en tête du championnat. Il n'a pas une malchance sur aucune des courses et il a répondu présent tout le week-end en qualif et en course. Donc ça fait premier et deuxième et du coup ça fait déjà un bon matelas de 18 points d'avance pour Rafael Camara. C'est pas négligeable, mais évidemment la chance est allée dans son sens quand même sur ce week-end car sur chacun de ses rivaux ont performé seulement à une seule des deux courses. On y reviendra, mais il y en a qui n'ont pas eu de chance sur l'une des deux courses, dont notamment Evan Gilter, qui a remporté la deuxième course, mais qui a eu une casse mécanique en course 1 alors qu'il était provisoirement quatrième. Ensuite, on a le surprenant Ivan Dominguez, on y reviendra, devant son coéquipier Brando Badoer, puis Tuka Taponen, James Wharton, septième Enzo Dellini, notre deuxième français qui a été éblouissant, qui a été absolument éblouissant en qualif, un peu moins en course, on y reviendra là aussi. Puis ensuite on a Nikita Bedrin, le pilote F3, puis Pedro Clerot, et ensuite Ugo Chukwu, peut-être le flop du week-end, peut-être, et Théophile Naël, qui sont à ex-aequo. Théophile Naël, mal récompensé au final, vu le rythme qu'il avait en course. Ensuite, Alessandro Giusti, je vais pas dire que c'est l'heure de tirer l'alarme pour Alessandro Giusti, mais peut-être un peu quand même, car on rappelle qu'Alessandro Giusti, c'est un pilote ART, et donc coéquipier d'Evan Gilter. Donc voilà, ça va être à surveiller. Ensuite, on a Roman Bilinski et Nicolas Lacorte, qui est le dernier pilote à avoir marqué un point. Alors on voit que voilà, c'est une capture d'écran du classement Wikipédia, et on ne voit que les 25 premiers et demi, car on aperçoit le 26e sur cette capture d'écran avec Nandavoud Biron Bagdi. Malheureusement, notre française Doriane Pain n'est que 27e, elle est à la porte de cette capture d'écran, mais c'était pas tout mal. C'était pas tout mal, mais c'était pas tout génial non plus. Donc voilà, on va revenir évidemment sur chacun de nos pilotes français, sur les performances marquantes du week-end pour les pilotes, pour tous les pilotes. Voilà, en tout cas un premier week-end très riche en enseignements, mais forcément on est obligé de parler d'Evan Gilter. Alors je vois Notos qui dit que Camara c'est vraiment la bonne surprise finalement. Moi je l'avais dit favori au titre. Hein. Tout le monde dans le chat était contre moi, mais lors de la preview Freca la semaine dernière, je l'avais dit que Rafael Camara, au vu de son expérience, ça restait le favori. Et il l'a confirmé. Mais voilà, il y a un rookie qui a quand même pris énormément de lumière ce week-end, c'est Evan Gilter. Alors Cyclo Exam nous dit oui. Alors pendant ce temps, Abby Pouling qui gagne en F4 anglaise. Oui, certes, c'est à tempérer là encore, puisque c'est une pilote de 21 ans qui a roulé en F4 britannique depuis la saison 2020, voire même peut-être 2019 si je ne m'abuse, au moins 2020, et qui a gagné une course à grille inversée, alors qu'elle roule chez Rodin, qui est un top team. Donc voilà, on saute pas non plus au plafond pour Abby Pouling. Salut Yann, merci à notre modo qui rejoint le chat. Nitram qui dit dommage pour Ugo Chukwu, mais bon, il lui faut du temps pour prendre en main la voiture. Alors c'est vrai qu'Ugo Chukwu c'est le pilote qui fait 36 000 tests privés, qui fait énormément de roulage, et donc c'est vrai que le voir à ce niveau de performance là, ça pique un peu. Merci beaucoup Nika Paléologue pour le sub. Purée, il faut plus de victoires de français en fait pour qu'il y ait des subs. Ça m'arrange beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, Evan Gilter a été la révélation, mais en fait, au vu de ce qu'il a montré en F4 France, j'ai envie de dire que c'est presque plutôt une confirmation. Il a été vraiment... Tu penses que Gilter aurait pas envie de ce sub? Bah, j'ai envie qu'il garde son budget pour la saison de Freca, je sais pas, pour maximiser ses performances. Il peut garder ses 5 euros ou ses 2,50 € pour sa saison. Je lui en veux pas. Il nous follow, il follow déjà la chaîne. C'est déjà un grand merci à lui. Donc voilà, Evan. Non, marre des 1 minute de pub, puis c'est mérité pour le travail que tu fais. Bah merci beaucoup. Ah donc quand on est sub, on n'a pas les pubs? Je savais pas, hein. Moi je consomme très peu Twitch, hein, donc ouais, je consomme rarement Twitch, donc j'avoue que je sais pas exactement comment ça se passe. Mais ok,
Ok, intéressant, intéressant. Bah écoute, merci beaucoup à toi, non seulement pour le sub, mais aussi pour l'explication. Donc voilà, Evan Gilter, révélation de ce week-end. Voilà, il a été solide du début jusqu'à la fin et il est au final mal récompensé de ce qu'il a montré sur ce week-end. Déjà, première qualif, il est deuxième de son groupe de qualification juste derrière Enzo Dellini. Il est quatrième pendant la course 1 et on voit clairement qu'il a le rythme des pilotes de devant et au vu de la défaillance d'Enzo Dellini, on se dit que il y avait quand même moyen de jouer le podium dès la course 1, mais voilà, problème de boîte de vitesse, hein, ça a été confirmé par le clan Gilter et par ART. Voilà, c'est des choses qui arrivent, et encore une fois, valait mieux que ça lui arrive quand il roulait quatrième, que le lendemain, où il y a eu cette séance de qualification où il avait été troisième pendant un temps, puis au final reclassé meilleur temps de son groupe de qualification, car un temps qui lui avait été annulé pour track limit, ça a au final été, il a au final été réinstallé. Donc il a été meilleur temps de son groupe de qualification, et donc il a pu s'élancer deuxième. Départ fantastique, départ fantastique. Il prend directement le meilleur sur James Wharton au premier virage. Il prend la tête de la course, il la lâche plus. Évidemment, il y a des circonstances qui font que cette victoire a peut-être été un peu plus simple à obtenir car il y a eu beaucoup de safety cars. Évidemment, on va pas se le cacher, mais il n'empêche, il n'y a pas que ça, Evan Gilter. Donc c'était Raphaël Camara qui était derrière lui. Camara était dans le rythme d'Evan Gilter, mais il lui mettait pas la pression lors des rares minutes, lors des rares tours qu'il y a eu sous drapeau vert. C'est bien Evan Gilter qui a signé le meilleur tour en course. Ça ne donne pas de points supplémentaires, mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Et ça montre bien que le boss de cette course, c'était bien Evan. C'était bien Evan, il a juste été irréprochable. Il y a eu 3 relances de safety car à gérer. Donc voilà, Raphaël Camara, avec son expérience, lui a mis la pression, mais voilà, il n'a pas non plus été super menaçant. Après, à chaque restart, Gilter mettait une bonne seconde à Camara dans le tour, donc bon, ouais, et en plus, c'était pas évident, puisqu'au premier secteur, pour ceux qui ont vu les courses, pour ceux qui se rappellent du circuit d'Oppenheim, premier secteur, c'est très dur de défendre, car il n'y a que des lignes droites. Donc, il faut vraiment bien gérer cette relance, et Evan Gilter l'a fait à la perfection. Voilà, c'est son premier week-end en tant que titulaire vraiment à temps plein en FRECA. Voilà, c'était son 3e week-end car il avait fait 2 week-ends en fin d'année dernière, mais juste, voilà, il a été fantastique. Un peu HS, mais tu pourrais expliquer le push to pass s'il te plaît, c'est comme en Indy? Non, c'est pas exactement comme en Indy. Et on salue tous notre star de ce live, Evan Gilter, qui passe nous faire un coucou. Alors Nika, pour répondre à ta question sur le push to pass, c'est pas comme en IndyCar, car on a juste 5 utilisations, de 15 secondes qu'il faut utiliser pendant la course. Donc voilà, c'est pas comme en IndyCar, on peut pas faire 5 secondes par là, 5 secondes pour défendre un peu, etc. C'est 5 utilisations et il faut les utiliser au bon moment. Et c'est pas toujours évident, et il y a des pilotes voilà, qui se font parfois un peu piéger. Voilà, écoute, Evan, splendide week-end, superbe week-end à la fois en qualif, en course. Alors évidemment, voilà, on l'a dit, voilà, il y a cette victoire qui est certes un peu aidée par les safety cars, mais voilà, Evan a quand même signé le meilleur tour en course devant Raphaël Camara. Yann qui demande, voilà, avis sur, voilà, petite interview en direct peut-être d'Evan, mais oui, j'imagine que voilà, Evan doit être forcément aux anges d'avoir cette première victoire dès ce premier week-end. Il a même pas utilisé le push to pass, mais rendez-vous compte l'insolence. Alors en vrai, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de tours sous drapeau vert, donc je sais pas non plus si, par exemple, Camara a utilisé beaucoup de push to pass. Peut-être qu'il le réservait un peu plus sur la fin. J'avoue que heureusement ou malheureusement, on ne sait pas les utilisations de chacun du push to pass. En tout cas, voilà, c'est des informations qui restent internes. C'est dommage en tant que spectateur, mais ça permet aussi pour les autres équipes de ne pas avoir cette information et voilà, de faire sa course, de ne pas avoir ces informations-là. C'est utilisable dès le départ, où il faut attendre un certain moment. Je crois que c'est un peu comme le DRS, il faut attendre
minimum un tour. Enfin, on peut pas l'utiliser au départ. On peut pas l'utiliser au départ. Et il faut pas l'utiliser trop tôt lors des relances de safety car. Je crois que Adrien David pourra nous dire quelque chose à ce sujet, je pense. Car il avait déjà été pénalisé pour avoir utilisé le push to pass pendant une relance de safety car, ce qui était pas légal. Il faut bien attendre la ligne de départ arrivée pour l'utiliser. Derrière, la FRECA, c'est le championnat de la safety car. Bah, c'est pas... Enfin, évidemment, quand il y a 33 voitures, c'est logique qu'il y ait beaucoup de safety cars. Ça reste des pilotes très jeunes. Le plus jeune, c'est Enzo Dellini, il a 16 ans. Mais voilà, il y a beaucoup de pilotes qui ont fait que quelques courses seulement. Il y a des pilotes qui viennent de la F4 indienne. C'est pas un championnat très relevé. Voilà, il y a quand même des disparités. Il y a des disparités de niveau. Des pilotes... Il y a pas mal de pilotes, en tout cas, qui méritent d'être en FRECA. Mais il y en a, voilà, qui... Voilà, c'est peut-être pas le plus mérité, quoi. Par exemple, quand on voit qu'il y a des pilotes comme Kevin Foster, 3ème de F4 France, qui ne sont pas sur la grille aujourd'hui, on se dit que, bon, c'est pas la grille la plus relevée possible, mais c'est quand même une grille où, voilà, il y a 15, 20, je sais pas, peut-être même 25 pilotes qui méritent totalement d'être là. Il n'y a aucun débat là-dessus. Tu n'aimes pas Byron Bagdi? Ouais... Bon, c'est encore Byron Bagdi, enfin, je pense pas qu'il ait provoqué de crash, mais bon, voilà, enfin, voilà, il y a forcément des disparités de niveau, c'est normal à ce niveau-là, hein, on est au 2e échelon de la monoplace, hein, parce que on a la F4, puis ensuite la FRECA, puis ensuite la F3, la F2 et la F1, donc voilà, enfin, la série sert à ça. Il y a aussi d'autres séries, regardez en Eurocup 3, où il y a 20 voitures, mais 20 voitures avec un niveau... On enlève 2-3 pilotes, c'est un niveau catastrophique, donc voilà, je n'ai pas de critique à faire sur la FRECA là-dessus. Il y a déjà moins de voitures que fut un temps où on approchait vraiment 36-37 voitures, où là c'était vraiment trop. Là franchement ça me paraît pas... aussi je pense que Hockenheim, le fait qu'il y ait pas mal de gravier, le fait qu'il y ait pas mal de tout ça, je pense que ça n'aide pas, enfin en tout cas ça aide à provoquer plus de safety car. Je pense que sur d'autres circuits il devrait y avoir un peu moins de soucis. Cette grille est à mon sens beaucoup plus compétitive que celle de l'an passé. Euh, c'est un avis subjectif, mais je sais que c'est un avis qui est partagé par certains autres observateurs dans le paddock. C'est une grille extrêmement compétitive par rapport à certaines années. Donc voilà, pour en revenir à Evan, très 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 solide en qualif, en course. J'ai pas vraiment de critique à faire comme je pourrais, enfin, j'ai pas vraiment de défauts à souligner comme je vais pouvoir le faire un peu plus tard pour Enzo Dellini ou pour Théo Finael ou pour d'autres pilotes, où là il y a des petits trucs à gommer. Pour Evan, bah je sais pas, avoir une meilleure boîte de vitesse, je sais pas. Non, franchement, et puis surtout, enfin, faut souligner le travail d'ART aussi, qui a remonté la pente comme c'est pas possible. J'avais fait un article sur Feeder Series pour en parler. On sentait vraiment qu'il y avait une dynamique très positive autour de l'équipe, emmenée par Evan Gilter et Alessandro Giusti, et ça s'est concrétisé dès le premier week-end avec cette victoire. Alors forcément, après, il va falloir confirmer par la suite, des Spa-Francorchamps, voilà, des Zandvoort, dès les week-ends qui viennent, mais ART est de retour et voilà, Evan Gilter est clairement l'un des pilotes qu'il faudra surveiller sur cette saison. Je sais que j'ai reçu pas mal de demandes, enfin de questions en MP sur Twitter ou dans des commentaires en disant est-ce que voilà, certaines académies pourraient être intéressées par Evan Gilter? J'imagine, oui, ça paraît logique. Ça paraît logique. Pour reprendre l'exemple, je vous allais dire que je me répète, je sais, mais pour ceux qui n'étaient pas là sur les lives précédents, je préfère me répéter. Pour Alessandro Giusti, par exemple, c'est un pilote qui avait remporté la F4 française, mais qui avait eu une saison de FRECA entière, qui avait eu 3 victoires l'an passé avec G4 Racing, pour qu'il y ait une académie qui se dise ok, on mise sur lui, pour que Williams se dise ok, on mise sur lui, car voilà, beaucoup d'académies regardent la F4 française, mais il y a quand même une petite réserve des académies quand on parle de la F4 française, puisque la F4 française, c'est pas un championnat avec des équipes, c'est pas un championnat professionnel comme peut l'être la FRECA, comme peut être la F4 italienne, où il y a des équipes, où c'est tout organisé, etc. La FFSA, c'est un organisateur unique, etc. Certaines académies n'ont pas entièrement confiance là-dessus. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, voilà, voilà, chacun émet son avis sur la F4 française, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que
les champions de F4 française et même voilà, le top 3 de F4 française, c'est des top pilotes. Et on a très vite la confirmation dès leur première course en FRECA, juste après. Donc voilà, je pense, voilà, s'il continue, il y a déjà une première victoire en FRECA, s'il continue à y avoir des podiums, des victoires, etc., je n'ai pas trop de doute que des académies devraient s'intéresser à Evan Wilter, si ce n'est déjà fait en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, merci beaucoup à Evan d'être passé, d'être passé sur ce live. Écoutez, on va passer sur les autres, car évidemment, même si Evan Gilter était la principale attraction côté français et la principale attraction tout court, puisque c'est quand même un rookie qui gagne dès la première manche, il y a eu d'autres pilotes qui se sont distingués. En premier lieu, Rafael Camara. Il y a eu beaucoup de critiques envers Rafael Camara, le pilote brésilien de 19 ans, protégé de la Ferrari Driver Academy, redoublant, et il a fait taire les critiques. Forcément, il avait été chahuté cet hiver au Moyen-Orient, il a été chahuté aux essais de pré-saison, mais voilà, là il a remis les pendules à l'heure, comme je le dis sur le PowerPoint. P1 puis P2, il n'y a pas eu de défaillance de sa part, il n'y a pas eu de défaillance de sa voiture, de Prema. Franchement, net et sans bavure. Petite réserve, petit défaut, c'est que quand même, en rythme pur, notamment samedi, James Wharton a été extrêmement proche. Et même le dimanche, c'est James Wharton qui a fait la pole position. Bon, voilà, au final, c'est Rafael Camara qui marque les points. Et au final, sur le championnat, bah, voilà, Camara est net leader avec 18 points d'avance. En attendant, quand même, voilà, Camara n'est pas impérial face à ses coéquipiers qui ne sont pas dans la catégorie rookie, mais qui sont quand même dans leur première saison, qui ont moins d'expérience que lui. Voilà, s'il est déjà bousculé en interne dès la première manche, attention à la suite de la saison, mais en attendant, voilà, il a plus que rempli sa part du contrat, leader du championnat, c'est ce que Ferrari lui demande. Voilà, on sait à quel point il y a de la pression sur ses épaules, puisque voilà, c'est un peu le titre ou rien, c'est un peu le risque quand tu fais une deuxième année dans le même championnat avec la même équipe. Voilà, donc début parfait, mais quand même toujours attention pour Rafael Camara. Avant de parler, quand tu dis ses coéquipiers, tu parles de Pain et de Wharton. Alors, je parle surtout de James Wharton, j'avoue. Un peu d'Ugo. Ouais, non, Ugo Chukwu, ça a été un flop, malheureusement. On va y revenir, mais surtout James Wharton qui a été bon en rythme pur. Mais voilà, ça n'a pas concrétisé au final. Il y a quand même eu un podium en course 1 pour James Wharton, faut pas l'oublier. Et en course 2, il a été plus malchanceux. Il partait en pôle, mais voilà, au départ, il s'est fait avoir. Et il s'est fait avoir par Evan Gilter. Et par la suite, il a été pris dans les incidents, globalement, du premier tour. Il y a une équipe qui a surpris beaucoup de monde. Avant qu'on parle voilà, de Enzo Deligny, Théo Finael, de nos pilotes français, il y a une équipe qui a surpris énormément de monde et qui a confirmé la bonne tendance qui s'était vue aux essais, c'est que Van Amersfoort Racing a l'air d'avoir progressé. C'était la deuxième force derrière Prema sur ce week-end. Les 3 pilotes étaient présents dans les points et surtout, contrairement aux essais, c'était pas Brando Badoer qu'on a vu vraiment aux avant-postes, c'est Ivan Domingues, pilote portugais. Ce qui est voilà, assez original, hein. On l'avait dit, j'attendais pas forcément grand chose de lui, mais il méritait totalement sa place en FRECA. Il avait été 11e de F4 italienne, et là, bah voilà, est-ce qu'il a passé un cap? Je suis pas non plus entièrement convaincu, car c'est un circuit où Van Amersfoort avait été déjà très à l'aise l'an passé avec Kassaverkorp, mais aussi avec Nikita Bedrin qui avait été pilote invité. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui est lié vraiment au circuit. Mais en attendant, voilà, les 3 pilotes ont répondu présents, surtout Dominguez et Badoer. Et comme le dit Cyclo-Exam, c'est vrai que Badoer a été un peu plus discret en qualif, a été très bon en course, où il a d'ailleurs battu Dominguez en course 1. En course 2, Dominguez a pris sa revanche, peut-être parce que la course faisait un peu moins d'importance, vu le nombre de tours qu'il y a eu sous safety car. Mais en attendant, voilà, ça a été une très bonne surprise. Maintenant, je demande confirmation, puisque ça peut être vraiment facilement lié au circuit quand même. On passe à nos pilotes français et je vais vous poser une question pendant que je prends ma bouteille d'eau. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du week-end d'Enzo Deligny et qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Théo Finael? Avec d'ailleurs le petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Théo Finael a reçu une pénalité après la course 2
pour un dépassement en dehors des limites de la piste sur Tukatakponen. Donc il est passé de 5e à 7e, malheureusement. Il est passé de 5e à 7e, donc au final ça fait que 6 points. Mais voilà, il a quand même marqué des points sur ce début de saison. Puisque Enzo Dell'Igni, c'est quand même celui qui a été le plus impressionnant, franchement. Alors attendez, puisque là je vois vos réponses qui arrivent, beaucoup de potentiel. Après pour les deux, va mieux falloir gérer la vie en peloton. Naël apparaît un peu agressif. Alors après c'est la force et peut-être le défaut de Naël, c'est d'être très agressif. Ça lui a été très bénéfique en F4 espagnol, ça lui a été parfois très bénéfique au Moyen-Orient cet hiver, parfois un peu moins. Pas mauvais Dell'Igni, mais je trouve qu'il peut faire mieux en peloton. Bah, c'est clair que voilà, Dell'Igni, il a été franchement exceptionnel. Hein. Honnêtement, vu l'expérience qu'il a dans la voiture, c'est l'un des très rares pilotes à n'avoir aucune expérience en formule régionale. Tous les autres pilotes, hormis Dorian Pain et Alex Sauer, je crois, tous les autres pilotes ont roulé en formule régionale plus tôt dans leur carrière, que ce soit en fin d'année dernière, que ce soit en Eurocup 3, que ce soit en Formule Régionale Moyen-Orient ou en Océanie. Enzo Dell'Igni, c'est le pilote le plus jeune, et il avait une pointe de vitesse complètement dingue, pas de pole position, mais voilà, il a été meilleur temps de son groupe le samedi et deuxième meilleur temps de son groupe, enfin non, troisième meilleur temps de son groupe, puisque Evan Gilter a été remonté. En qualification, ça a été exceptionnel. En course, voilà, il y a eu un peu plus de difficultés. En fait, en course 1, on l'a vu un peu dégringoler au fil de la course. Il a quand même réussi à sauver un petit point, le point de la 10e place, mais en partant deuxième. Et après avoir mené la course pendant quelques virages, je pense qu'il voilà, il était forcément un peu déçu. En course 2, certes, les safety cars ont dû l'aider. En fait, c'est difficile de tirer des conclusions sur cette course 2. Son rythme était bon, mais est-ce qu'il y allait avoir une nouvelle défaillance pneumatique, une nouvelle défaillance voilà, est-ce qu'il allait avoir la même défaillance que la veille? Est-ce que Enzo Dell'Igni gérait mieux ses pneus? En fait, on n'a pas pu trop voir cette progression. Mais en tout cas, je pense que ça a beaucoup travaillé en interne pour gérer tout ça, puisque le potentiel est fou, la pointe de vitesse est phénoménale. Maintenant, voilà, en rythme de course, mais on peut totalement lui excuser ça à 16 ans. C'est le seul pilote né en 2008 du championnat. Il est plus jeune, il est 4-5 mois plus jeune que le deuxième pilote plus jeune du championnat. Donc voilà, franchement, gros potentiel. Et puis quand même, bah voilà, au final, il faut marquer des points et il les a marqués. 4e en course 2, c'est des très bons points pour commencer la saison. Ouais, Dell'Igni énorme en qualif, mais plus fragile en course, je suis d'accord. Grosse pointe de vitesse, faut mieux gérer la course. Pour le Benjamin, c'est solide. Ok. On reconnaît le junior Red Bull à sa capacité à claquer des Helmut Lab. Bah en vrai, je pense que ça compte. Hein. Je pense que ça compte. Hein. Ça compte en interne chez Red Bull. Je sais que Red Bull apprécie vraiment Enzo Dell'Igni. Donc c'est en qualif, clairement. Le gars est très bon, est très bon, et d'ailleurs c'est bien qu'il montre ça, puisque je rappelle que l'an passé, je pense qu'il doit pas trop aimer qu'on lui rappelle, mais il y a eu 0 pole position. Ça paraît assez dingue, mais il y a eu 0 pole position, il y a eu un nombre incalculable de deuxième place en qualif. Il a eu des victoires hein, en F4 espagnol, il y a eu un nombre incalculable de podiums, mais il n'y a pas eu de pole. Donc là, voilà, que les qualifs deviennent l'une de ses forces, c'est très intéressant, surtout dans un championnat comme l'Africa, où c'est habituellement difficile de doubler. Alors, à Hockenheim, c'est un peu différent, car c'est extrêmement facile de doubler sur le circuit d'Hockenheim, même avec une Freca. Donc ça crée des courses un peu plus folles, etc. Mais je pense que sur des circuits style Zandvoort, la qualif va être vraiment ultra primordiale, quoi. Perso, je suis Red Bull, je demande à l'FIA de lui donner une licence pour remplacer Ricciardo. Ouais, au moins, je pense. Par contre, c'est chiant d'apprendre plusieurs heures après que des temps de qualif sont remis, voire le lendemain que Naël et De Pallo ont des pénalités. Ouais, je suis malheureusement extrêmement d'accord. Car en fait, surtout,
il y a trop de temps pour communiquer ça, puisque je pense que la décision est assez rapide, puisque j'ai un peu parlé à certaines familles de pilotes, etc. Je savais que les temps de Wharton et de Gilter étaient remis, et donc que Wharton allait partir en pole position dimanche, mais ça n'a pas été communiqué. Et nous, on n'avait pas le droit non plus de le communiquer, il fallait attendre l'information officielle pour le communiquer, et bah c'est chiant, enfin notre but c'est quand même d'informer les gens, et malheureusement le site de la FRECA, où normalement il y a les décisions des commissaires et tout machin qui sont mises en ligne, bah c'est mis en ligne mais très tardivement, enfin ça prend énormément de temps. Et parfois, oui, il faut voir le lendemain pour apprendre les pénalités pour Naël et De Pallo pour des dépassements en dehors des limites de la piste. C'est dommage. Enfin, je me suis bon quand j'ai pu annoncer vraiment que les tours de Wharton et de Gilter avaient été remis, on était au tour de formation. Bon, j'avais un peu de retard, etc. Puisque voilà, j'étais en train de prendre un bateau, bref, etc. Je vous raconte pas ma life. Mais voilà, enfin, je l'ai annoncé vraiment au tout dernier moment. C'est pas super sérieux. C'est un peu dommage, franchement. Les sites de catégorie de F4 et Formule Régionale, c'est une plaie pour les résultats et les pénalités. Ouais, alors, enfin, pour la F2 et la F3, c'est tellement bien organisé. Enfin, tout est mis sur le site de la FIA, c'est clair. Ouais, c'est dommage. Franchement, je parle même pas de la F4 France, où là, on n'a même pas les décisions des commissaires. Genre, on voit les classements finaux, on voit les résultats, on voit décision numéro 9 de commissaire concernant la voiture 22, et t'es là en mode, ouais, comment, enfin, du coup, c'est quoi la décision? Ça concerne quel incident? Ça concerne quoi? Au moins, en FRECA, on, on a ce document qui apparaît après quelques heures, voire même le lendemain, mais au moins on a le document. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et voilà, pour Naël, j'ai trouvé... Alors, Cycloexam nous dit, Naël, j'ai trouvé très impressionnant, agressif certes, mais il n'est pas dans un top team non plus. Ouais. Clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie progression pour Saint-Éloque. Naël, ça a été compliqué en qualif. On a même vu que Enzo Peugeot a été devant lui, son coéquipier Enzo Peugeot a été devant lui dimanche, mais en course par contre, alors certes Théophile Naël il joue des coudes, mais c'est aussi une de ses forces. Il faut aussi savoir s'imposer hein, dans un peloton, surtout en fréca. Hein. Il faut dépasser. Il faut dépasser, c'est pas forcément évident, et c'est vrai que du coup voilà, Théophile Naël au final il a eu une pénalité de 2 places à l'arrivée pour avoir dépassé Tuka Taponen en dehors des limites de la piste, mais au final, Théophile Naël est passé de 5e à 7e, mais ça restait devant Tuka Taponen. Donc j'ai envie de dire que ce dépassement, il a bien fait de le faire. Hein, puisque il fallait pas rester derrière Tuka Taponen et finir en 9e, 10e, etc. Théophile Naël, il a des départs exceptionnels, il a une agressivité que j'ai quand même trouvé bien canalisé, dans le sens où il n'y a eu aucun crash, aucun contact, vraiment. Voilà, je pense que vraiment, s'ils arrivent à régler le problème, enfin le rythme un peu moyen, un peu limite en qualif, au final, ça peut être très impressionnant. Et je suis un peu déçu pour lui qui ait eu autant de safety cars, car son rythme était très impressionnant. On a vu la facilité dont il a doublé Brando Badoer pour la 5e place. Clairement, moi j'avais très peur qu'il y ait un accrochage entre Deligny et Naël, comme à la F4 espagnole à la grande époque. J'avais un peu peur de ça, puisque voilà, le rythme en course de Théophile Naël était très impressionnant. Je pense franchement qu'il aurait pu faire podium. Hein. Si la course avait continué avec un peu plus de drapeaux verts, je pense franchement qu'il aurait pu passer Deligny, peut-être Dominguez aussi. Gilter et Camara paraissaient un peu intouchables, franchement, sur le week-end. Mais voilà, bon, au moins, voilà. Pour Théophile Naël, 6 points. Il y a quand même la saison qui est lancée. Il a été devant ses coéquipiers, c'est très bien. Voilà, la saison est lancée et je pense qu'il y a du potentiel pour beaucoup plus. C'est frustrant de finir qu'avec 6 points au final, car le rythme en course est dingue, mais voilà, il partait peut-être d'un peu trop loin, mais voilà, très positif pour les deux. Enzo Deligny sur ton qualif, Théophile Naël surtout en course. Maintenant, voilà, faut tout mettre ensemble et suivre l'exemple d'Evan Gilter qui a réussi à mettre ça, qui a réussi à tout mettre bout à bout, qualif et course dès le premier week-end.
Et je vais rebondir sur le commentaire de Cyclohexane. Ah oui, la qualif de Peugeot en course 2, c'est une dinguerie. Dommage que ça n'ait pas payé parce que, phew, j'aurais pas dit mieux. J'en profite d'ailleurs pour répondre à certains commentaires sur Twitter où j'ai dit, enfin, il y avait quelqu'un qui avait repris un de mes tweets qui disait que on va avoir une génération de fous en F3 en 2025. Sous-entendu, Gilter, Deligny, Naël, etc. Quand ils vont passer en F3, ça va être une dinguerie, etc. Puisque c'est vrai qu'on envisage de voir ces pilotes-là plutôt rapidement en F3. On les voit pas faire 2 ans en Freca. Et j'avais répondu à ce commentaire en disant ouais, c'est sûr que bah, franchement, au vu de leur expérience, au vu de ce qu'ils ont montré, de leur potentiel, etc., Giusti, Gilter, Deligny, Naël sont des candidats crédibles à la F3 et même Dorian Pain. Et j'ai cité Dorian Pain et pas Enzo Peugeot. Alors forcément, ça a un peu pris ma veste. Un peu à raison, un peu à tort quand même, puisque voilà, je me suis expliqué ensuite, Dorian Pain, ça reste une candidate crédible à la F3 puisque Mercedes veut la placer en F3. C'est clairement quelque chose qui a été dit, elle a les soutiens derrière, elle a Mercedes, elle a les Iron Dams, elle a Prema derrière elle. Franchement, alors que Enzo Peugeot, malheureusement, a des performances équivalentes. S'il fait les mêmes performances que Dorian Pain, Enzo Peugeot ne sera pas... voilà, n'ira pas en F3, puisque Enzo Peugeot, il n'a pas autant de soutien que Dorian Pain en a actuellement. Donc voilà, c'est pour ça, mais Enzo Peugeot, s'il arrive à débloquer un truc, comme il a l'air peut-être d'avoir débloqué en partie ce week-end à Hockenheim, s'il confirme avec des points, des entrées dans les points, des podiums peut-être, hein, s'il arrive à se rapprocher vraiment de Théo Finel, surtout en course, ça peut être vraiment, il peut être un candidat crédible à la F3. Pour l'instant, là je trouve que c'est un peu juste. C'est un peu juste, mais on verra au fil de l'année. Alors que, par exemple, enfin, voilà, Gilter, Deligny, Naël, surtout ces trois-là, j'ai l'impression qu'on pourrait directement les mettre en F3, ils performeraient direct, quoi. Oui, puis Deligny il défend vraiment à fond. J'ai eu un peu. Ah ouais, c'est vrai que Deligny, les défenses de Deligny, on sait que c'est rugueux. C'est resté faire, hein, c'est resté juste à Hockenheim, mais il a des défenses rugueuses. Enzo Deligny, on n'a pas atteint les extrêmes de Barcelone de l'an dernier, mais ça restait dans la limite. Mais c'est vrai que si tu couples ça à l'agressivité de Théo Finael, ça peut donner un cocktail assez explosif. Du coup, j'étais bien content qu'il y ait des safety cars pour éviter cette bataille. Donc oui, pour en revenir sur Enzo Peugeot, qualif très 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 bonne en course 2. Qualif très très bonne, où il est parti 8ème ou 9ème je pense, alors que Naël partait 12ème. Oui, donc Peugeot partait 9ème. Il a été très bon. Et pourtant, son groupe de Freca était considéré comme le plus relevé vu qu'il y avait Raphaël Camara et Tuka Taponen dedans qui sont considérés comme les favoris principaux. Et donc Enzo Peugeot a signé un cinquième temps assez dingue qui lui avait valu la 9ème place en qualification. Malheureusement, voilà, on sent que en course, il y a quand même peut-être un peu trop timoré, un peu trop timide dans ses défenses. En fait, Théo Finael lui est très rapidement passé devant lors du départ, lors du premier tour, et malheureusement Enzo Peugeot s'est retrouvé impliqué dans divers incidents, notamment avec Nicolas Lacorte. Il n'y a pas eu de pénalité pour Nicolas Lacorte, j'avoue que j'ai pas revu exactement les images, mais malheureusement Enzo Peugeot a perdu son aileron avant très tôt dans la course, et au final ça a fait je crois 24ème puisqu'il a dû passer par les stands. C'est dommage, mais j'ai envie de dire, moi en tout cas j'ai vu beaucoup de positifs sur ce week-end pour Enzo Peugeot. C'est pas récompensé au final, puisque voilà, il y a 0 point à l'arrivée, et voilà, Théo Finael a quand même ébloui pas mal de monde. Je remets, ouais, voilà, Enzo Peugeot est 20ème. Oh, c'est dur ça, j'avais pas vu, mais Enzo Peugeot est 20ème derrière Giovanni Maschio. C'est violent, on dit comme ça. C'est violent, mais en attendant, moi j'ai vu des choses intéressantes. Maintenant, c'est surtout en course qu'il faut garder cette position. En qualif, franchement top. Yann Nitram-Nitrin,
qui nous parle d'une autre pilote française. Pour le moment, je reste circonspect quant à voir Dorian Pain en F3, vu ses perfs actuels, c'est trop rapide, à voir dans quelques mois. Ouais, je suis d'accord. Bon après, voilà, sur ce week-end de Fracas, c'était un week-end d'apprentissage. Hein. Elle n'a fait presque aucun test d'après-saison de l'an dernier. Elle a manqué 4 des 6 jours de pré-saison. Voilà, c'est normal de ne pas l'avoir à 100%. Par contre, Dorian Pain a été solide en qualif, quasiment dans le rythme d'Ugo Ugochukwu, qui est, voilà, comme on l'a dit, le pilote qui teste nuit et jour. Dorian Pain a vraiment montré un rythme très très intéressant en qualif, vraiment largement devant Marta Garcia. En course, malheureusement, sur les 2 courses, ça a été plus compliqué. Au premier tour, elle perdait des places. En fait, on a revu un peu la Dorian Pain de la F4 Emirati, où c'est dur de s'imposer, c'est dur les départs arrêtés, c'est dur voilà, les batailles roue contre roue. On sent que Dorian a encore un gros manque d'expérience face à des pilotes qui ont la fougue du kart, qui ont la fougue de la F4. Évidemment, Dorian Pain, elle vient de l'endurance, elle vient d'un background totalement différent. Donc c'est vrai que pour l'instant, Dorian Pain en F3, j'avoue que ça serait très léger. Hein. Ça serait très léger. Pour l'instant, elle n'est pas prête, mais voilà, elle a commencé sa carrière en monoplace en novembre 2023. Donc, c'est normal. C'est normal de ne pas encore être prête. Et c'est pour ça qu'elle fait F1 Academy et Freca. C'est pour se préparer à la F3. Voilà, la vitesse pure est intéressante. On ne saute pas au plafond non plus. Hein. Elle ne jouait pas non plus face à Raphaël Camara, face à Evan Gilter. Mais le rythme pur en qualif était intéressant. En course, voilà, trop timoré. Et il y a aussi cet accrochage avec Lena Bühler qui a provoqué l'une des safety cars. A priori, elle n'a pas reçu de pénalité pour cet incident. Donc tant mieux pour elle. Mais voilà, le fait d'être ne serait-ce que dans les mêmes eaux que Lena Bühler, c'est pas positif. C'est pas positif. Elle est censée être très largement au-dessus. Et d'ailleurs, elle est très largement au-dessus en qualification. Voilà. Mais c'est en course qu'elle perd un peu. Et ça, c'est dommage pour Dorian. J'ai trouvé que Wharton avait un rythme très solide. S'il n'a pas son accrochage en course 2, c'est la P2 au général assuré. Je pense que je me rappelle qu'il y avait pas mal de commentaires genre sur la preview qui disait Wharton surcoté, le line-up Prema c'est vraiment pas fou, etc. En attendant, Prema mène le championnat équipe et James Wharton a une pole position et il a battu Raphaël Camara. Alors je sais pas s'il l'a battu sur les 2 qualifs, mais en tout cas il a été très très bon. Il a été vraiment très très bon. Et c'est vrai que voilà, il y a cet accrochage au premier tour de la course 2 où voilà, il partait en pole, il s'est fait doubler par Evan Gilter, mais ensuite il se fait avoir, comme d'ailleurs Tuka Taponen qui a perdu quelques positions. James Wharton très solide et qui est vraiment le deuxième pilote Prema. Il a totalement mis Ugo Ugochukwu dans l'ombre, alors que Ugo Ugochukwu voilà, ça a été présenté depuis des années comme le futur Lewis Hamilton. C'est celui qui a le soutien de McLaren, qui roule énormément. James Wharton aussi, mais un peu moins quand même. Donc là, très impressionnant James Wharton. Il m'avait déjà impressionné lors des essais de pré-saison au Paul Ricard, mais je me disais, ouais, peut-être que c'est lié au Paul Ricard, car il avait déjà été très bon en F4 sur ce circuit. Là, honnêtement, je pense juste que James Wharton est en train peut-être de passer un cap. Évidemment, on n'est qu'au premier week-end, je vais pas faire des conclusions si hâtives. Mais en attendant, je pense que vraiment, Wharton est très impressionnant. Et Ugochukwu, lui, à l'inverse, a été ultra décevant. Il a fait des 18e, 19e places en qualif dimanche. C'était très loin. C'était pas bon, Alors il y a quand même quelques points en course 1, mais là encore très loin derrière Camara et Wharton qui ont fini premier et troisième. Voilà, c'est pas bon pour Ugochukwu. Un petit mot aussi sur Tuka Taponen qui était le champion de Formule régionale Moyen-Orient et qui a peut-être un peu déçu. En tout cas, on n'a pas retrouvé ce Tuka Taponen conquérant du Moyen-Orient. Il a eu un peu plus de mal, notamment en qualif. Notamment en qualif, ça a été un peu plus compliqué, où c'est Enzo Dellini qui a pris toute la lumière. En course 1,
Il n'y a pas eu trop de soucis, voilà, il a remonté deuxième, très bien, mais il n'a pas pu vraiment mettre la pression à Camara et Wharton. Et en course 2, il a été pris dans les incidents. Alors il y a certes Théophile Naël qui l'a passé, en dehors des limites de la piste, mais voilà, Tuka Taponen a fini 9ème. Voilà, on n'a pas retrouvé encore le champion qu'on avait vu cet hiver. En attendant, ça reste quand même un pilote qui a marqué des gros points, qui a déjà marqué 20 points au championnat et qui est 5ème. Donc voilà, c'est pas non plus un week-end raté, mais un week-end un peu discret. Je tente de voir un peu les pilotes que j'aurais pu oublier, dont on n'a pas trop parlé. Camara, machin, ok. Bon, écoutez, voilà, petite déception forcément pour Noah Stromstred et les RPM, avec aucun point à l'arrivée, mais ça je l'avais vu venir car ils sont très souvent beaucoup plus rapides aux essais de pré-saison qu'en course. On l'avait déjà vu l'an dernier avec Matteo Capietto, malheureusement. Zachary David, la 3ème race, assez malchanceux, mais très très loin d'Enzo Dellini, ne serait-ce qu'en qualif. Et en course, il a été pris dans divers incidents. Romain Andriolo, bon, 21ème et 17ème, on l'a pas trop vu, il a évité les incidents, mais assez discret. En attendant, il domine ses coéquipiers au classement général, de peu. Mais voilà, c'est la meilleure G4 Racing, mais ça paraissait assez loin quand même des points. Il a gagné plus de 10 places en course 2, c'est déjà ça. Alors, il y a eu beaucoup d'incidents en course 2 aussi, hein, puisque parmi ces incidents, oui, il y a peut-être 10 pilotes qui ont été impliqués. Enfin, bon, pour l'instant, premier week-end discret pour Romain Andriolo. Edgar Pierre, bah écoutez, Edgar Pierre, voilà, c'est comme malheureusement Dorian Pain, mais voilà, Edgar Pierre, il est actuellement dernier au championnat. Ça a été un début très compliqué avec aussi cette sortie qui a provoqué la première safety car. De mémoire, c'est celui qui gagne le plus de place sur la course. Ok, bah écoutez, on verra ce que ça donne hein, pour Romain Andriolo, qui n'a pas fait d'erreur, hein, qui a pas fait d'erreur sur le week-end, qui a été bon, qui a appris, et qui a été souvent plus rapide que ses coéquipiers. Donc ça, c'est assez positif. Voilà, il y a un pilote dont on n'a pas trop parlé, Alessandro Giusti. Je ne vais pas m'éterniser sur lui, mais voilà, 8ème en course 1 et pas de points en course 2 quand son coéquipier Evan Gilter gagne. Ça pique un peu, surtout quand on a une année d'expérience en plus. Voilà, on va attendre maintenant sa réaction. On va attendre la réaction du pilote qui nous avait fait vibrer l'an dernier avec 3 victoires en FRECA l'an passé, mais il va vite falloir réagir s'il veut pas que voilà, Evan Gilter devienne le leader, le leader de l'équipe, etc. Il va vite falloir réagir. Oui, voilà, je suis d'accord. Hein, faut pas l'enterrer trop vite, Giusti. Hein, non, absolument pas. On peut pas oublier tout ce que Alessandro Giusti a fait, ne serait-ce qu'en F4 France où il a gagné le titre, ne serait-ce qu'en FRECA l'an passé. Salut Gaspachette, salut, merci de nous rejoindre dans le chat. On a presque fini la FRECA, mais voilà, Giusti, faut pas l'enterrer trop vite. Clairement, je pense qu'il y a aucun pilote, aucune équipe ne fait cette erreur. Ah bah, il y a Nitram Nitrin qui fait peut-être cette erreur. Non, je pense qu'il est finito, dit-il. On va voir, la saison est encore longue, il reste 18 courses. Ouais, c'est vrai que Giusti, je l'ai trouvé un peu fébrile en course 2, nous dit Cyclohexane. Bah, je l'ai trouvé discret, je l'ai trouvé discret, surtout par rapport à Gilter qui marquait les esprits. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être une défaillance mécanique hein, c'est pas des excuses que j'ai envie de dire comme ça dès le début, mais c'est vrai qu'en FRECA, il y a parfois pas mal de défaillances mécaniques. On va pas se le cacher. En FRECA et dans pas mal de championnats, hein, mais en FRECA, je sais que c'est un souci qui peut arriver. On va voir quelle sera la réaction d'ART, la réaction de Giusti à Spa-Francorchamps dans 2 semaines, mais ça va être important. Il va falloir réagir rapidement. Il va falloir réagir rapidement car Giusti, il nous l'a dit lors de la vidéo qu'on a fait avec tous les Français de FRECA, son objectif c'est le titre. Pour l'instant, voilà, il en est loin. Il reste 18 courses, donc on va pas s'affoler non plus. Hein. On va pas s'affoler pour Alessandro Giusti, mais c'est vrai que c'est vraiment Evan Gilter qui a marqué les esprits dans le clan français, mais dans le clan Hard Grand Prix. Donc voilà.
Réponse à venir dans 2 semaines à Spa-Francorchamps. C'est un pilote Williams, il a peur d'être remplacé par Antonelli. Bah, c'est vrai que Antonelli ou Ocon, hein. D'ailleurs, on peut faire un petit aparté F1. Hein. On peut faire un petit aparté F1. J'ai vu l'article de Next Gen Auto qui nous dit que les rumeurs du paddock nous disent que Ocon pourrait aller chez Williams. Ocon pourrait aller chez Williams en 2025 et qu'on aurait Schumacher chez Alpine. Je vous laisse processer un peu cette information. Je suis pas d'accord. Enfin, perso, Ocon chez Williams, je le prédis depuis quelques temps. Bah moi, absolument pas. Qu'est-ce que... Avec Antonelli chez Merco, bah enfin... C'est dur de s'y retrouver hein, quand même. Hein. Je vois que ça bosse dur chez le Prat. Eh, c'est bon. Salut Alexandre. Bah écoute, j'ai fini ma journée à 18h. Moi, c'est bon, hein, je fais un live. Hein. Moi, je signe tout de suite. Non mais attendez, vous signez pour Ocon chez Williams? Williams, ils sont derrière Alpine au championnat, hein, je le rappelle. Enfin, qu'est-ce que Ocon aurait à y gagner? Autant rester chez Alpine dans ce cas. Ocon connaît Vols de chez Mercedes et Pat Fry de chez Alpine. Mais... Enfin... Ocon chez Mercedes qui a rien avec les académies. Alors oui, moi aussi j'adorerais voir Ocon chez Mercedes, mais je le vois pas parce que voilà, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a Verstappen, Antonelli et Sainz devant lui sur la liste. Quelle valeur ajoutée de Mick pour Alpine en vrai? Schumacher, le marché allemand. Alpine, c'est ce qu'ils recherchent hein, quand même. C'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent un nom, ils veulent un pilote qui a du talent quand même, qui peut être un très bon numéro 2 pour Pierre Gasly. Une vision du futur Percy Williams, ça va remonter. Ah, je sais pas si. Ouais, pour l'instant, franchement, c'est très décevant. Hein. C'est très décevant, Williams. Mais et quel est le projet au final derrière? Toutes les équipes deviennent des équipes usines. Williams, ça devient l'une des rares équipes pas usines. Ça devient l'une des rares équipes privées. Qu'est-ce que Ocon va aller faire là-bas? Enfin, il faut vraiment que... Enfin, j'espère de tout mon cœur que Ocon trouvera une place chez Audi. Ça, évidemment, ça dépend du futur de Carlos Sainz. Ça dépend du futur de Carlos Sainz. Si Carlos Sainz a vraiment refusé Audi, si Carlos Sainz va chez Red Bull, que peut-être que Verstappen, il part, il va chez Mercedes, mais du coup, il va où Antonelli? Peut-être chez Williams? Je sais pas. C'est ultra dur. Franchement, l'erreur d'un line-up 100% français. Ah, mais de toute façon, j'ai toujours été contre un line-up 100% français pour la simple et bonne raison que quand l'équipe foire, du coup, les deux pilotes français sont à la rue. Et c'est le cas de ce début de saison. Voilà. Alors que quand on a Gasly chez AlphaTauri et Ocon chez Alpine, il y en a au moins toujours l'un des deux qui perf. C'était le côté positif. Un des seuls aspects fonctionnels d'Alpine cette saison, ce sont leurs pilotes. Ce serait bien de ne pas brader ça parce que je vois mal ce qui reste derrière. Je sais pas, en vrai, je pense qu'Alpine est quand même dans une phase de restructuration. On le voit, ils tentent de faire des grosses recrues hein, sur le marché des ingénieurs. On parle de, enfin, il y a David Sanchez qui a été recruté. On parle de Jonathan Whitley qui vient de Red Bull. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Il y a des recrues, un directeur de l'aéro de chez Red Bull qui serait dans les petits papiers d'Alpine. Il y a une énième restructuration, un énième plan sur l'avenir pour Alpine, etc. Mais au moins il y a un plan. Pour Ocon, tu vas chez Williams, c'est quoi le plan? Sainz a vraiment l'air tout sauf hypé par Audi. Ah, je suis d'accord, hein, franchement, Sainz, on sent qu'il veut se faire désirer. On sent qu'il veut se faire, il veut se faire désirer par Red Bull et Mercedes. Je veux bien, mais je demande à voir avant d'y croire. Ouais, le directeur aéro arrive en juillet, ok. Et parlons de Zhou chez As. Non mais attendez. Oui, attendez. Non mais parce que il y a eu trop de rumeurs. Il y a eu trop de rumeurs là sur le dernier week-end, sur les derniers jours. Ça nous fait quoi là? Enfin, puisqu'on parle de Zhou chez As avec Berman, donc ça voudrait dire Magnussen out. Imaginez le line-up Williams, Ocon, Tsunoda, ce serait pas le feu. Alors, Ocon, Tsunoda, je prends car ça veut dire Tsunoda out et ça veut dire Hadjar à sa place. En vrai, Zhou, je trouve ça bien. Non, en fait, ça me saoule un peu que Guan Yu Zhou ait droit à
ça sera quoi, sa quatrième saison de F1, alors qu'il y a tant de pilotes de F2, ou même d'IndyCar, hein, qui ont eu droit à 0 Grand Prix en F1. Ça fatigue un peu, quoi. Enfin, il est bon, hein. Il est bon, hein. Me faites pas dire le contraire, mais voilà, c'est pas avec ça que Haas va aller très haut. Et Zuberman, c'est quand même assez faible. Pour Berman, justement, il faudrait un gars expérimenté, vraiment. Un Bottas, par exemple, ça serait dingue. Ou même, enfin, un Hülkenberg, ça aurait été top, mais voilà, il part. Zou pour Magnussen, c'est bonnet blanc. C'est ouais, bonnet blanc, blanc bonnet. Bah, au moins, Magnussen, il fait le show. Bon, il va bientôt être suspendu, mais il fait le show, il fait le spectacle, hein, clairement. Mais Zou, sa nationalité parle pour lui. Est-ce que sa nationalité parle tellement pour lui? Alors évidemment, ça a donné des très belles images au Grand Prix de Chine, mais il n'est pas si soutenu que ça, ne serait-ce que par le gouvernement chinois. Hein. Enfin, la Chine, le pays, comment ça s'appelle, la République populaire de Chine, ils sont contre foot du sport auto. Hein. Ils sont contre foot du sport auto. Alors, c'est un marché très important pour un constructeur. Je peux comprendre l'intérêt d'avoir un pilote chinois. Pour As, ils font quoi As, ils vendent des pièces, ils vendent quoi exactement? Je sais même plus trop. Euh, As, quel intérêt d'avoir un pilote chinois? Enfin, je comprends pas, franchement. Autant voilà, enfin avec Alfa Romeo, même avec Alpine et tout, enfin on pourrait un peu comprendre, mais ouais, Lundgaard avait fait partie de l'académie Alpine, Renault. Enfin oui, peut-être il a fait une année avec Alpine. Il a fait une année avec Alpine avant de se faire exploser par Théo Pourchaire en F2 et d'aller en IndyCar. Outillage industriel, ouais, des pièces d'industrie, ouais, c'est un peu bizarre, ouais, de grosses machines, ouais. Franchement, zéro hype, hein, zéro hype de revoir Zou sur une quatrième année. Hein. Si Williams va chercher Ocon, qu'Albon se barre chez Red Bull. Ah ouais, Albon se barre chez Red Bull. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup trop d'inconnus pour le moment. Hein. Il y a beaucoup trop d'inconnus pour le moment. Puisque si Williams arrive à avoir un line-up Albon-Ocon, c'est un braquage pour Williams, c'est un braquage énorme vu le niveau de la voiture, vu le niveau de l'équipe. Mon gros regret Lundgaard perso, bah, c'est clair qu'il a juste eu une mauvaise année et voilà, finito, direct. Il est directement mis en dehors de la F1. L'arrivée probable du sport auto, alors non. C'est une très bonne question, c'est une question très intéressante. L'arrivée du sport auto au JO, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des JO en ce moment, ça ne serait pas pour les JO de Paris, mais ça serait pas en tant que on n'aurait pas des F1, hein, on n'aurait pas des F1, on n'aurait pas des GT, ce serait même a priori simplement du karting, ce qui est un peu limité, ce serait des kartings électriques. Franchement, moi je suis pour, hein. Je suis vachement pour le sport auto au JO. Maintenant, du karting, je trouve ça un peu pour les enfants, quoi. Mais bon, je trouve ça un peu pour les enfants. Ça fait pas très sérieux, honnêtement, la performance du pilote. Si tout le monde, bon, alors il faudrait ouais, que tout le monde ait un matériel égal, etc. Je sais pas, ça serait, je sais pas, ça serait un peu dommage. Ce serait un peu dommage de voir juste du karting électrique au JO. Est-ce que ça ferait tant, ce serait si pertinent que ça? Quel pilote on mettrait dedans? J'en sais rien. Est-ce qu'on mettrait des jeunes pilotes? Un peu comme au football, c'est un peu pour les moins de 23 ans, je crois. Euh, ouais, non, ça serait pas de Formule 1, ça serait même pas des voitures qu'on voit aux 24 heures du Mans, ça serait juste des kartings. Hein. À moins que ça ait changé, mais voilà, il y aurait pas de Formule 1, quoi. Euh, Comme le Masters de Bercy, exactement. Il y avait, alors, ça, franchement, si on arrive à faire revivre cette compétition, le Masters de Bercy, c'était une compétition absolument dingue. C'était une compétition de karting électrique sur la dernière année. Je crois que la dernière année, c'était 2011, où on avait des pilotes du monde entier, on avait des champions du monde de F1, on avait des jeunes pilotes style Jean-Éric Vergne, Jules Bianchi qui arrivaient et tout. Et on avait tous ces pilotes-là qui s'affrontaient, c'était génial. Malheureusement, ça s'est arrêté en 2011. Ça a été d'ailleurs la dernière confrontation en piste entre Alain Prost et Ayrton Senna, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, sur des F3, ce serait incroyable, mais ouais, la fiabilité, bof, bof.
Mais bon, ça peut être intéressant, hein. Moi, je suis ouvert, en tout cas, à voir le sport auto au JO. Hors sujet, mais est-ce que tu vas... Hors sujet, c'est pas trop hors sujet, hein. Tu vas faire une preview du week-end F2? Ouais, je vais la faire. Faut que je vois quel jour. Faut que je vois quel jour. Faut que je vois quel jour, mais ouais, idéalement jeudi soir, mais ce serait peut-être un peu tard. Faut que je vois. Faut que je vois. Au pire, je ferai un petit thread de preview sur Twitter. Mais oui, hein, je prévois de faire un live preview du week-end de F2 et de F3, bien entendu. Je tente de revoir un peu les autres questions. Pourquoi recycler un Albon chez Red Bull alors qu'on a un crack chez Campos qui se bat pour le titre de F2? J'aime bien ce que tu me dis là. J'aime bien ce que tu me dis là. L'actionnaire thaïlandais veut Albon. Ouais. En fait, il y a tellement d'options disponibles puisque ouais, chez Red Bull, ils veulent. Il y a Verstappen, il y a Albon, il y a Perez, il y a Sainz potentiellement, peut-être Tsunoda, Ricciardo qu'on peut pas non plus exclure. Euh, Franchement, c'est ultra dur de s'y retrouver, hein. C'est ultra dur de s'y retrouver. Il y aura forcément des déçus, il y aura forcément des pilotes qui ne seront pas en F1 alors qu'ils méritent de l'être, et des pilotes, et ça m'énerve, des pilotes qui seront en F1 alors qu'on les a vus. Enfin, c'est bon, on les a vus. Laissez votre place, quoi. Laissez votre place. Donc j'espère vraiment qu'on aura la grille la plus relevée possible, avec un peu de turnover. Un peu de turnover quand même. Laissez la place aux jeunes, s'il vous plaît. Laissez la place aux jeunes, hein. J'ai écouté le podcast de Feeder Series, donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai participé à un podcast de Feeder Series, donc en anglais sur l'Africa, où on faisait une preview là encore du championnat. Bon, tu es le seul que j'arrive à suivre. Bon, ouais, c'est vrai que les autres ils parlent vite, hein, parfois, hein. Ils parlent, c'est des anglais natifs, en dehors de William Alatalo qui est finlandais et éthiopien, mais les autres, c'est des anglais, quoi. Donc ils sont beaucoup plus à l'aise que moi. Donc voilà, écoutez, est-ce qu'on ferme cette grande parenthèse F1, JO, hors sujet? J'ai mis le mode ralenti sur Spotify. Ah, je devais paraître totalement bourré, hein. Si t'as gardé le mode ralenti pour moi, je devais paraître totalement bourré par contre. Et est-ce qu'on passerait pas à la F4 France? Je vais peut-être perdre certains viewers, je l'assume. Écoutez, hein, les formules de promotion, c'est aussi parler de l'Africa, mais aussi de la F4 France, c'est aussi le quatrième Grand Prix aux USA. Ouais, faut pas me lancer sur ça. Enfin, non, franchement, fatigué. On est fatigué, hein. Boire un quatrième Grand Prix aux USA alors qu'il y en a zéro en France, que la Belgique, ce sera peut-être en alternance, que Monaco, c'est peut-être en danger. Non, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. La F4 France qui va nous offrir une saison de dingue. Ça va nous offrir une saison de dingue. Ça serait une fake news? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, parce on parle déjà de ce Grand Prix de Chicago depuis pas mal de temps déjà, hein. Mais si ça peut être une fake news, s'il vous plaît, oui. Donc voilà, on va avoir une saison de dingue. Regardez juste ce classement au championnat. Ah, Nitram, évidemment, ça le fait réagir, hein. Évidemment, notre pilote belge qui a perdu un peu du terrain sur ses rivaux. Lucas PG10 qui nous dit Arthur Dorisson, c'est compliqué en tant que fan de Gasly. Ouais, c'est sûr que voilà, on sait que Arthur Dorisson, il est protégé par, c'est l'un des protégés de Pierre Gasly, tout comme Enzo Dellini d'ailleurs. Arthur Dorisson, il y a du mieux, on va y revenir, hein. Il y a du mieux, mais clairement, ça joue pas le titre. Marc05 qui nous demande, en parlant de F4 France, il a eu quoi? Pacôme, Weissenberger. J'ai pas le droit de le dire. Voilà, j'ai pas le droit de le dire. Donc on attendra des communications. Ouais, je suis en train de bégayer là. Je suis en train de bégayer sévère là. On attendra une communication officielle, que ça soit de Pacôme ou que ça soit de la FFSA. Mais du coup, Pacôme, Weissenberger ne participera pas au reste de la saison de F4 France. Voilà. Passons à autre chose, du coup, voilà, le classement.
Euh, le classement au championnat est ultra serré. Alors, du coup, voilà, on n'a pas encore 26 pilotes. On a 25 pilotes. On a 25 pilotes avec du coup le départ de Paco Weissenberger. On a par contre l'arrivée d'Alexandre Munoz, qui est le pilote le plus jeune du championnat, jusqu'à ce que Lisa Billard arrive à partir de Manicourt. Ça sera j'oublie tout le temps, je crois que ça sera en août, le week-end du 23-25 août, pour l'arrivée de Lisa Billard en F4 française. En attendant, on sera 25 en attendant ce week-end-là. 25, mais voilà, il y a 4 pilotes, enfin surtout 3, mais 4 pilotes qui se sont détachés, qui se sont mis en évidence sur ce week-end, sur ce week-end de Lédenon. On a vu du spectacle. Alors, Lédenon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un circuit ultra spectaculaire avec un dénivelé complètement dingue. Si vous croyez que Spa est relevé, attendez de voir Lédenon. C'est un circuit complètement dingue, franchement. Si on pouvait voir des trucs comme ça en F1, ça serait super drôle. Mais il y a peu de dépassements. La piste est assez étroite quand même, et il y a peu de possibilités de dépassement. Et quand il y a un dépassement, ça se voit d'autant plus. Et voilà, Jules Caranta en a fait un sublime sur son rival au titre, Yannis Steven Edens. Mais voilà, on voit cette bataille au championnat qui est en train de se... Je vais pas dire de se décanter, mais voilà, après 2 week-ends, on voit quels sont les pilotes qui joueront le titre. On a Taito Kato, pilote japonais de 16 ans protégé de la Honda Racing School, qui est en tête, qui a pris sa première victoire, sa première pole, qui est en tête devant Yannis Steven Edens, le pilote redoublant de 18 ans de Belgique. Le pilote français Jules Caranta est 3e, il a perdu la tête du championnat mais reste complètement dans la lutte au titre. Son rythme en course était très intéressant avec 2 meilleurs tours en course. Chester Kiefer, révélation du week-end, ça avait été déjà l'un de mes coups de cœur à Nogaro et aux essais de pré-saison. Là, il a passé un cap. Pilote du Luxembourg, c'est assez atypique. C'est assez atypique pour être souligné. Pilote du Luxembourg de 17 ans. Et ensuite, un cran derrière, on a Ryan Caretti, pilote thaïlando-français. Puis ensuite, on a Menia Roussel Porter-Ruiz qui a signé sa première victoire, pilote d'Andorre protégé de Field Racing. Augustin Bernier qui a fait 3 arrivées dans les points, le vainqueur du volant Field Racing. Jason Lung, O'Grady, Dylan Estre, le petit frère de Kevin Estre, Arthur Dorisson, Karel Schultz et Montego Massen qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points. Lisa arrive en milieu d'année. Ah bah attends, t'as coupé le live il y a 1 minute. Oui, Lisa arrive en milieu d'année. Elle arrivera à partir du week-end de Manicourt. En attendant, elle fait les journées d'essais collectifs le jeudi avec les autres pilotes. Le pilote au final qui est le grand vainqueur de ce week-end, c'est lui, c'est Taito Kato, dont on entend beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de choses. C'est un pilote qui pourrait, de ce qu'on entend, selon ses performances, pourrait rejoindre l'académie Aston Martin. Alors, côté positif, bah c'est bien d'être dans une académie. Le problème, c'est l'académie Aston Martin. C'est l'académie Aston Martin. On sait que voilà, Alonso et Stroll, enfin, ouais. Est-ce que l'académie Aston Martin sert à quelque chose? Je ne sais pas. Demandez donc à Felipe Drugovich. Mais ça veut dire que voilà, l'académie Honda est en train de se rapprocher de Aston Martin. C'est logique car Honda va fournir ses moteurs à Aston Martin à partir de 2026. Et donc Honda va placer ses jeunes pilotes, non plus chez Red Bull comme il le faisait, mais chez Aston Martin. Sauf que Red Bull, bah, ils avaient des places. Ils avaient des places pour les pilotes. Comme on l'a vu avec Yuki Tsunoda. Chez Aston Martin, Honda, si Honda veut placer des pilotes, bah, tu les mets où? Alors peut-être que Tsunoda rejoindra Aston Martin. Pour l'instant, les dernières rumeurs feraient état d'une prolongation de Lance Stroll pour 1 année. Bref, voilà, on en a marre. Mais il y aurait cette prolongation, voilà, Alonso Stroll pour 2025, c'est pas sûr. Pour Alonso, c'est sûr. Pour Stroll, c'est pas sûr. Mais voilà, les pilotes de l'académie Aston Martin, ils vont où? Et c'est vrai que oui, il y a Jack Crawford, il y a aussi des pilotes de l'académie Aston Martin qui sont là. Vu les déclarations de l'écurie en Chine, Stroll il est là pour longtemps. Après voilà, il y a beaucoup de com, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, entre le marketing, la communication et ce qui se fait en coulisses, voilà, c'est toujours différent.
Euh, en tout cas, voilà, Honda se rapproche vraiment d'Aston Martin. Et pour moi, c'est aussi le signe qu'ils veulent placer des pilotes en F1 chez Aston Martin, et donc voilà, qu'ils veulent passer Tsunoda là-bas. Donc faut voir ce que ça donne, mais voilà, Taito Kato, selon ses performances, c'est un pilote qui rejoindra l'académie Aston Martin en 2025. Voilà, pour revenir sur son week-end, il a été vraiment top. P2, P1 en qualif, P2, P1 en course. Très belle remontée en course 2 à grille inversée où il partait 9ème, il a fait 5ème. Voilà, maximiser le résultat, aucune erreur, très bon rythme. Voilà, et du coup très dangereux pour ses rivaux, pour Steven Hayden, Skiffer et notre français Jules Caranta. Voilà, on savait que voilà, quand il y a un pilote Honda qui arrive en France, on sait que c'est d'office un candidat au titre. Là voilà, Taito Kato il montre vraiment qu'il va falloir compter sur lui. Après Aston va avoir un programme où si ça se trouve on retrouvera les Drugovich de ce monde là-bas. Ouais, bah j'espère qu'on retrouvera Drugovich et Lance Roll. J'espère, c'est mon espoir. C'est mon espoir, mais voilà, Taito Kato, il va falloir compter sur lui pour le futur et pour la suite de la saison de F4 France. Un passage obligé pour notre jeune pilote français, qui est au final le plus jeune pilote en lutte pour le titre, Jules Caranta, qui a toujours 15 ans, qui est complètement dans cette lutte, qui a un rythme en course très très bon. Ça avait été une petite réserve à Nogaro, puisqu'il avait été assez décroché par Yannis Steven Haydens. Là, il était vraiment dans le rythme, il y a eu 2 meilleurs tours en course. Et surtout, il y a ce dépassement sublime que j'essaierai de repartager un peu plus tard dans la semaine sur Twitter, sur Yannis Steven Haydens, pour la 3ème place, pour la 3ème marche du podium sur la dernière course. C'est important, c'est importantissime ce dépassement. À la fois pour la confiance, pour la dynamique et tout dans la bataille au titre face à Kato, face à Steven Haydens, face à Kiefer, c'est excellent. Ça montre vraiment qu'il n'est pas juste chanceux et qu'il profite un peu des aléas de certaines défaillances pour Steven Haydens, notamment ce week-end. Non, franchement, dépassement sublime, et le faire aller de nom, c'est d'autant plus impressionnant. Et surtout, avec ce dépassement dans les derniers tours, ça nous a évité un week-end où il y aurait pu avoir aucun podium français sur les 3 courses. Ça aurait été du jamais vu. Tout simplement, ça aurait été du jamais vu. J'ai vérifié, même en 2020, qui n'a pas été une année très faste pour les Français, qui a été dominée par les Japonais Iwasa et Ren Sato, même en 2016, je crois, qui a été dominée par Yei Fei ou Gilles Magnus ou Michael Benyaya, des pilotes comme ça, il y a toujours eu des podiums français. Et là, on a failli, franchement, sans ce dépassement de 40 ans, on a failli terminer un week-end de F4 France sans aucun podium français, vu que... merci beaucoup Clara Mensing pour le follow, et vous êtes beaucoup à follow sur ce live, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup à vous follow et à sub, ça fait super plaisir. Car en course 2, la course à grille inversée, il y avait la victoire de Franck Porter-Ruiz devant Steven Haydens et devant Alex O'Grady, un pilote irlandais. Donc ça aurait été assez dingue. Heureusement, voilà, Jules Caranta a refusé que l'histoire s'écrive, comme le tourne très bien. Clara, oui, Clara de Discord, du Discord de Feeder Series, et qui soutient Théophile Naël. Alors malheureusement, Théophile Naël, on en a déjà parlé un peu plus tôt sur ce live, mais en tout cas, si c'est Clara du Discord de Feeder Series, c'est une grande fan de Théophile Naël, et donc ça fait ultra plaisir que des personnes anglophones, ou en tout cas non francophones, viennent sur ce live pour un peu apprendre le français. C'est une façon très sympathique. D'apprendre le français, je trouve. Donc voilà, pour en revenir à la F4 France, voilà, Jules Caranta est totalement dans le rythme, et ça fait plaisir, car voilà, c'est le pilote le plus jeune qui est en lutte pour le titre. Mais on a aussi 2 autres pilotes qui se sont distingués. Yannis Steven Haydens, forcément, qui avait été si dominant à Nogaro et qui au final est passé à côté de ses qualifs, mais il s'est très bien rattrapé en course avec 2 podiums, dont un sur la course à grille inversée. Il a fait des très bonnes courses. Mais voilà, il n'est pas en tête du championnat. Il y a Taito Kato qui a pris l'ascendant, il y a Jules Caranta qui l'a doublé en course.
attention, enfin, il a l'avantage d'être redoublant, il a l'avantage de connaître les circuits, de connaître la voiture. Mais attention, puisque voilà, là, sa marge sur les rookies semble se rétrécir. On va voir ce que ça donne dans quelques semaines à Spa-Francorchamps. Ça sera fin juin, je crois. Ça sera fin juin à Spa-Francorchamps. Donc Yannis Steven Hayden sera sur ses terres. Il sera chez lui à Spa-Francorchamps. L'an dernier, ça lui avait clairement pas porté chance, donc on espère pour lui que ça lui portera chance cette fois. Mais il y a un pilote qui a été vraiment éblouissant ce week-end, c'est Chester Kiefer, un pilote du Luxembourg. Je ne sais pas si on a des fans, si on a des gens du Luxembourg ou fans du Luxembourg dans le chat, mais voilà, on a ce pilote de 17 ans. My favorite French is agile, but Niall is pretty good also. Ouais, pretty good, ouais, pretty good. Les deux sont pretty good quand même. Hein. Pour en revenir à voilà, Chester Kiefer, très impressionnant, pilote luxembourgeois de 17 ans. J'ai pas vérifié exactement, mais un pilote luxembourgeois qui gagne en F4, j'ai l'impression que c'est la première fois que ça arrive. Donc félicitations à lui. Félicitations aussi à tous mes amis de l'équipe Winfield, de la Winfield Racing School, qui accompagnent Chester Kiefer et qui me donnent de l'argent aussi, parce que je relis leurs publications, leurs articles, etc. Donc un grand bravo à toute l'équipe de Winfield. Voilà, Chester Kiefer, c'est très impressionnant. À Nogaro, il n'était pas encore à ce niveau-là, ce qui fait qu'il est un peu derrière Kato Stevenedens 40A. Mais j'ai vraiment grosse confiance en lui. J'ai parlé avec des ingénieurs qui bossent en F4 France au Mans lors des essais de pré-saison. Chester Kiefer faisait une grosse impression. Donc, à suivre. Clairement à suivre de très près. Pour parler rapidement des autres pilotes, on a Franck Porter-Ruiz, très belle histoire, un pilote qui a commencé la F4 l'an passé, qui a eu très peu d'expérience en karting, qui a décroché sa première victoire, entièrement mérité, grosse progression par rapport à l'an passé. Ça fait plaisir de voir que voilà, les pilotes peuvent vraiment progresser, que même quand on a une expérience zéro en F4, il y a des moyens de progresser, de passer vraiment des caps. Voilà, c'est pas un pilote qui fera une grande carrière en Formule 1, mais c'est un pilote qui a tout le potentiel pour devenir pilote pro, un pilote d'Andorre, et là encore une nationalité très atypique. Alex O'Grady, l'un des pilotes les plus jeunes de cette grille, pilote irlandais qui a décroché son premier podium, là aussi très solide pour résister à la pression de Ryan Caretti. Ryan Caretti qui est régulier. Il lui manque encore ce petit truc pour, franchement, passer, jouer devant, mais là encore très solide. Et Jules Roussel, kartman français de 17 ans, solide, mais là aussi, est-ce qu'il y a ce petit truc en plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, début de saison très solide pour Caretti et Roussel. Et on parle du commentateur de la F4 France. Nitram Nitrin qui pose le débat. D'ailleurs, le commentateur, s'il reste calme 5 secondes, il meurt. Écoutez, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut. L'an dernier, et même les années passées, le commentateur de F4 France... Ah oui, c'est diffusé. Les courses de F4 France sont diffusées sur YouTube. Alors seulement la course 2 et 3 généralement, parfois la course 1, mais c'était pas le cas ce week-end. Mais oui, c'est diffusé sur YouTube, sur ffsa.tv, sur la chaîne YouTube de la FFSA. Donc voilà, là c'était un nouveau commentateur, et voilà, l'année dernière et même les années précédentes, on faisait dodo. Le commentateur faisait 36 000 erreurs et identifiait mal les pilotes. Et je suis désolé, mais pour des pilotes qui sont en recherche d'exposition médiatique, qui sont en recherche de sponsors, ne pas bien identifier qui a fait ce dépassement, bah c'est pas pro. Ça dessert tout le monde. Et surtout, ne pas reconnaître son erreur, même après 10-15 minutes, c'est... Enfin voilà, c'est déplorable. Je suis un peu violent là. Mais là, on avait un nouveau commentateur. Alors, j'ai l'impression qu'il a fait moins d'erreurs. J'ai envie de le revoir sur d'autres week-ends. Mais c'était du mieux. Oui, alors il y avait évidemment des erreurs de prononciation. Il y avait Arthur Dorison, évidemment. Ouais. S'il reste... calme 5 secondes. Le problème, c'est que voilà, il était très excité. Et
trop excité, j'ai envie de dire, et que c'était pas du commentaire à la Julien Febvre. Genre, c'est pas le commentaire qui te prend au trip, quoi. Non, ça faisait vraiment animateur de fête foraine. C'est pas super pro et il y avait beaucoup d'intonations en mode oh là là mais regardez mais ce qui se passe oh là là mais qu'est-ce qu'ils font. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, mais au moins on a un commentateur qui est quand même dedans, qui suit l'action, qui suit vraiment ce qui se passe. On peut pas tout avoir. J'ai tendance à dire que c'est quand même mieux que l'an passé. Maintenant à voir. Je pense que ça va très vite saouler s'il est comme ça vraiment tout le temps. Mais voilà, pour moi il y a du mieux, donc voilà. Peut mieux faire, mais j'ai envie d'être encourageant envers ce nouveau commentateur. Euh, voilà. Parmi les autres tops du week-end, il y a du mieux pour Augustin Bernier, même si tu veux pas aller commenter les lives YouTube. Mais si, mais c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on fera. Le problème, c'est que le week-end dernier, je n'étais pas à la maison, je n'étais pas ici. J'étais en Bretagne où je faisais les préparatifs pour mon mariage dans quelques mois. Donc voilà, je pouvais pas commenter la Fréca, je pouvais pas commenter la F4 France, mais voilà, s'il y a des week-ends où je suis à la maison, où voilà, on le fera. Je ferai des commentaires de la F4 France, je ferai des commentaires français de l'Africa, puisque l'Africa n'est commenté qu'en anglais officiellement par l'excellent Chris McCarthy. Lui, il est vraiment excellent, mais c'est en anglais. Donc voilà, selon mes disponibilités, je commenterai plusieurs courses, comme j'ai commenté aussi des courses de la F2 sans les images, puisque voilà, on n'a pas les droits, on n'a pas les droits. Mais voilà, on se souvient le dernier live, je crois, ensemble. Je crois que c'était la victoire d'Isaac Adjar à Melbourne, au bout de la nuit. Au bout de la nuit, à 3h du matin, on était tous complètement éclatés, mais qu'est-ce que c'était sympa à suivre cette victoire tous ensemble. Chris McCarthy qui dit Deligny. Ouais, Deligny. Ouais, ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il dit Deligny. Bah, ça doit être un peu plus simple à dire, oui, c'est vrai. D'ailleurs, petit tips pour les streams YouTube, mettez en vitesse x2 pour avoir un feed plus avancé. Attends, je comprends pas, c'est une blague ou... Puisque tu vas pas avoir la course 2 fois plus rapide si c'est en direct. Si c'est en direct, tu peux pas passer dans le futur normalement. Comment ça? Non, c'est tout à fait réel. Attends, je crois que je suis en train de me faire troller là. Ça te met plus récent dans le direct. Ah ouais? Attends, c'est super intéressant. Bah j'essaierai les prochaines fois. Ok, bah écoutez, très bon à savoir. Voilà, pour en revenir aussi à Arthur Dorisson, et pas Dorisson, il y a eu du mieux. Oui, il a raison, j'ai fait ça avec la Freca. Bah écoutez, bah je l'apprends, merci beaucoup Cyclo Exan. Voilà, il y a du mieux pour Arthur Dorisson, mais voilà, ça part de très loin en qualif. Il y a des belles remontées en course, il est très très bon sur les départs. Au contraire d'ailleurs de Jules Caranta, dont c'est la principale faiblesse, hein, les départs, les premiers tours, c'est là où il perd beaucoup, et c'est vraiment dommage, hein, puisque le rythme en course de Jules Caranta et le rythme en qualif de Jules Caranta est très très bon, mais voilà, il perd beaucoup, comme en F4 Emirati, il perd beaucoup sur les départs et sur les premiers tours. Arthur Dorisson, c'est l'inverse quasiment, c'est quasiment vraiment sa force principale, les départs et les premiers tours. Voilà, il a réussi à gratter plusieurs points, mais voilà, on est encore loin de la hype du nouveau champion que la FFSA nous présente depuis 2 ans désormais. Il y a du mieux, on va voir ce que ça donne, et voilà, on espère que ça va continuer à aller dans le bon sens. Évidemment, voilà, Bernier c'était le champion FFSA karting junior 2021, Dorisson le champion 2022. Évidemment, un peu de regret de ne plus voir le champion 2023, Paco Weissenberger. Voilà, qui avait une très belle carrière, devant lui, même si voilà, son premier week-end à Nogaro avait été un peu compliqué, on sentait qu'il y avait du potentiel parfois, malheureusement voilà, on ne le verra pas sur le reste de l'année, et c'est possiblement... Bref. Parmi les flops du week-end, pas grand monde, en vrai, j'ai pas grand monde à critiquer. À critiquer en dehors de certains redoublants qui n'ont pas progressé, et surtout de Leonardo Menia qui n'a marqué aucun point, qui a été complètement à la rue par rapport
au week-end précédent de Nogaro. Donc voilà, beaucoup plus de positifs que de négatifs pour l'ensemble des pilotes. Et on va avoir droit, voilà, regardez ce classement de F4 France entre Kato, Steven Edens, Caranta, Kiefer. Peut-être Caretti, s'il arrive à passer un cap, j'adorerais. Franchement, même pour la F4 France, ça serait top d'avoir une bataille entre un pilote Honda, un pilote qui a gagné le volant RACB, qui est voilà, qui est le représentant de toute la Belgique, de toute la fédération belge, Jules Caranta, qui a un très gros palmarès en kart quand même, Kiefer et Caretti qui ont des profils un peu plus atypiques, Caretti qui vient d'Asie, qui a remporté beaucoup de titres en Thaïlande et en Asie, Chester Kiefer qui est un peu l'ovni, luxembourgeois. Franchement, on peut avoir une super saison à 5, en tout cas à 3 minimum entre Kato, Steven Edens, Caranta, et peut-être avec Kiefer et Caretti en plus de tout ça. Tu penses que Caranta peut faire un comeback digne de Vettel 2010 ? Je pense pas qu'on... Je pense... Il est pas en train de faire un comeback. Hein. Caranta, il est totalement... Enfin, regardez le classement. Caranta, il est à 10 points. Il est juste à 10 points de Taito Kato. Franchement, s'il arrive à régler les départs et le premier tour, Caranta, il aura plus beaucoup de défauts. Hein. Il aura plus beaucoup de défauts. Juste peut-être quelques petits centièmes à gratter en qualif pour vraiment avoir des pôles. Mais franchement, Jules Caranta, j'ai des gros espoirs en lui. Et surtout, ouais, il manque. Alors c'est vrai, il manque d'expérience, certes. C'est le pilote le plus jeune parmi les candidats au titre. Mais voilà, cette expérience, il va l'acquérir hein, petit à petit. Il va l'acquérir au fil de l'année. Donc j'ai bon espoir que voilà, qu'il joue le titre jusqu'à la dernière. Franchement, l'an dernier, on a eu une bataille entre Gilter et Peugeot jusqu'à la dernière course. Si là, on peut avoir une bataille Kato, Steven Edens, Caranta, peut-être Kiefer, Caretti jusqu'à la dernière course, le banger que ça serait. Enfin, on peut avoir... pour l'instant, on a une saison de F4 France ultra ouverte et vraiment très très divertissante. On passe plus rapidement sur les autres championnats. Sur les autres championnats, je suis peut-être en train de déranger tous mes voisins à côté. Arrête de fantasmer. Bah non, en vrai, ça peut se faire. Ça peut se faire. Ah oui, on peut avoir aussi un petit duel jusqu'à l'avant-dernier virage comme Masson Capieto. Alors non, c'était le dernier tour, c'était pas l'avant-dernier virage, c'était l'épingle... Comment elle s'appelle Adélaïde, je crois. Oui, c'était Adélaïde ou le 180, je me rappelle plus. Je crois que c'était Adélaïde. Bref, voilà, avec un accrochage Masson Capieto qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein. C'était en 2021, ça ne nous rajeunit pas déjà. Mais voilà, je pense qu'on aura une sacrée bataille en F4 France. Et en F4 espagnol, je vais aller beaucoup plus rapidement pour la simple et bonne raison que je n'ai pas regardé les courses. J'ai juste vu les résultats et il y a des grosses surprises. En premier lieu, le leader du championnat, Lucas Flucha, 2 victoires. C'est le petit frère de Lorenzo Flucha et qui n'a pas une carrière en karting exceptionnelle. Il a pas de victoire, il a très très peu de podiums. Ça sort de nulle part. Et même aux essais de pré-saison, il avait été très discret. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas d'où ça sort. J'ai pas regardé les courses encore une fois. Mais même, il a fait une pole. Il a totalement mérité ça. Et c'est incroyable. Alors après, je vous rappelle que l'an dernier, le premier week-end avait été totalement différent du reste de la saison. Le premier week-end, c'est Pedro Clerot qui avait fait premier et deuxième, et qui avait une avance énorme sur tous les autres, et au final c'est Théophile Naël, qui était genre 11e ou 7e au championnat, qui a gagné, et Pedro Clerot, qui était leader, lui il a fini 6e, donc voilà, la première manche ne fait pas tout, surtout en F4 Espagne, sur un circuit voilà, où personne n'avait roulé, mais quand même, c'est très 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 surprenant. Et voilà, alors évidemment Nitram parle beaucoup, puisque évidemment il y a un Belge qui a triomphé, Thomas Strauven, pilote de 15 ans, qui a triomphé lors de la course 2. Voilà, pilote Rodin, très intéressant. Lucas got P1 in the third race because of the red flag he and someone else caused. Et ouais, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de drapeaux rouges en F4 espagnol, et que le dernier drapeau rouge, ça a été un accrochage entre Lucas Flucha et Mattia Colnaghi, donc son coéquipier chez MP, bonne ambiance, vainqueur du volant Richard Mille, et Mattia Colnaghi a reçu une pénalité. Vous le voyez d'ailleurs, c'est celui-là en 17ème, il avait fait la pole.
et qui a été considéré comme responsable de ce crash. Ça reste ultra surprenant de voir Lucas Fouchard à un tel niveau, donc la question c'est est-ce qu'il pourra confirmer. Thomas Strauven, c'est un peu moins surprenant puisque Thomas Strauven, c'est un très très bon pilote de karting. Je le mets pas dans la catégorie talent exceptionnelissime générationnel, mais excellent pilote, en karting tout du moins, et là il fait des très bons débuts en monoplace. Ensuite on a Kinoa Lazari, seulement troisième j'ai envie de dire, c'est un peu surprenant au vu de son expérience. Mais voilà, on a vu beaucoup de rookies se mettre en évidence comme Maciej Gladiš, Ernesto Rivera, Nathan Tai qu'on suit particulièrement puisqu'il est managé par Guillaume Le Goff comme Pierre Gasly et Enzo Denini. Ça a été très compliqué pour les pilotes Red Bull Junior, pas mal d'abandons, oui, pour James Egosi, Cyclo Exane en parle. Enzo Tarnvanishkul aussi, ça a été compliqué. Andrés Cardenas, qui était censé être le gros favori, n'a que une 6e place. Il y a eu beaucoup de déceptions. On a aussi par exemple Gabriel Gomez, l'un des plus grands champions de kart actuels, qui était dans l'équipe de Thibaut Courtois. Vous savez, TC Racing, nouvelle équipe managée par Thibaut Courtois et l'ancien pilote de F1 Roberto Merhi. Bon, c'est une nouvelle équipe. Et tout le monde ne peut pas faire aussi bien que Saint-Eloc. Quand on arrive en F4 espagnol, c'est compliqué de gagner. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour Gabriel Gomez et toute l'équipe TC. Chez Saint-Eloc, il y a eu quand même quelques points avec Quintarelli et Evan David. Voilà. Mais sinon, oh purée, j'avais pas vu. Griffin Peebles, 20e, aucun point, alors que c'est le champion des Formula Winter Series, qui était le championnat préparatif hivernal de la F4 espagnole, et qui n'a pas l'air super représentatif. Bon, encore une fois, voilà, c'est le premier week-end, c'était un circuit très particulier, historique, mais voilà, où il y avait très peu de références pour toutes les équipes, pour tous les pilotes. On va voir sur des circuits un peu plus connus comme Portimao, même pas, Portimao, la F4 Espagne n'a pas roulé à Portimao l'an passé, ils avaient roulé à Estoril. Faudra peut-être attendre les week-ends espagnols, Motorland, Aragon, Valencia, Jerez et Barcelone pour en savoir un peu plus en fait. Puisque là, c'est que des nouveaux circuits. On passe rapidement à la F4. N'empêche que Strauven, il fait un super début de carrière. J'espère qu'il va continuer. Je suis totalement d'accord avec Nitram Nitrin. Évidemment, on en parle moins côté français, évidemment, puisque voilà, c'est un pilote belge qui attire un peu moins l'attention. Mais voilà, c'est un très bon début de carrière. Je suis complètement d'accord. Pour Thomas Strauven, c'est un pilote qui reste jeune, qui est chez Rodin, donc possibilité d'évoluer très facilement dans des championnats très intéressants aux avant-postes, peut-être en GP3 l'an prochain, on ne sait pas. Voilà, je lui souhaite tout le meilleur à Thomas Strauven. À la F4 britannique, j'avoue que j'ai encore moins suivi les courses, mais on a pas mal parlé de la F4 britannique ce week-end pour une très bonne raison, c'est car une femme s'est imposée. Il s'agit d'une certaine Abby Pulling. Abby Pulling a remporté une course de F4 britannique et est devenue la première femme à remporter une course de F4 britannique. Alors oui, magnifique, c'est superbe, fantastique, elle est trop forte, c'est vraiment la future Jamie Chadwick. Bref, j'ai tendance à énormément tempérer cette hype autour d'Abby Pulling pour les simples et bonnes raisons que le premier week-end avait été très mauvais. Elle avait même pas été la meilleure féminine, elle avait été battue par Ella Lloyd qui a malheureusement été beaucoup plus discrète, elle a foiré ses qualifs, la pilote galloise malheureusement, Ella Lloyd, un pilote rookie. Abby Pulling, elle a commencé la F4 en 2019. Elle a déjà eu des podiums en F4 britannique, elle a roulé en W Series, donc c'est une série de formules régionales, elle a une expérience complètement dingue, et surtout, cette victoire en F4 britannique, c'est une course à grille inversée. Donc, c'est pas non plus une victoire au mérite à 100%. Je veux pas minimiser cette victoire, parce qu'une victoire reste une victoire, etc. Mais quand même, c'est pas aussi impressionnant que Deegan Fairclough qui gagne tout en F4 britannique et qui est super impressionnant.
voilà, et voilà, j'ai tendance à rester très réservé concernant Abby Pulling, qui en plus est dans un top team, qui est chez Rodin. Voilà. Yuan Pukui va se faire virer chez Mercedes dans combien de temps tu penses? Une demi-saison comme Guinchard? Je sais pas en vrai. Je sais pas trop. Bah, vu ses perfs en karting, je comprends pas pourquoi Mercedes le garde encore. Je sais pas trop. Après, pour des débuts, ça reste honnête, hein. Il y a des top 5 sur des vraies courses, enfin sur des courses à grille normale. En vrai, je pense. Je sais pas. On va attendre. Je pense qu'ils vont attendre au moins l'année, hein. Je vois pas pourquoi ils le viraient aussi rapidement. Mais on va voir. Voilà, écoutez, on se rapproche de la fin de ce live. À venir ce week-end, enfin, enfin, le retour de la Formule 2 et de la Formule 3 sur l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari de Imola. Évidemment, en Formule 2, on a très hâte de suivre la suite des aventures d'Isaac Adjar, Victor Martins et de tous les autres. Mais oui, voilà, il y a surtout ce week-end de F4 tchèque. Je sais que vous l'attendez tous. Non, pour revenir à la F2 et la F3, voilà, on est tous en manque quand même. Ça fait 1 mois et demi depuis Melbourne. On avait très hâte quand même que la saison européenne reprenne et c'est enfin le cas. On va voir à quel point, surtout en F2, il y a eu les essais de Barcelone, à quel point ça va peut-être changer la suite de la saison, je sais pas. Il y a peut-être des équipes qui ont progressé, peut-être ART et Victor Martins, on l'espère pour eux. En F3, on va continuer de voir, c'est très difficile en F3 de voir pour l'instant une hiérarchie claire car il n'y a eu que 2 week-ends. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, j'espère que Victor va lancer sa saison. Pitié, ART, j'espère qu'ils ont fixé leurs problèmes. Bah ouais, puisque de toute façon c'est maintenant ou jamais, hein. Il y a déjà eu 3 week-ends en F2 sur 14. Martins, s'il veut espérer la F1, il faut le titre. Je le dis, je le redis, il faut le titre. Et même s'il fait deuxième, je suis sûr que Alpine dira ah ouais, c'est pas assez, machin, t'aurais dû gagner sur ta deuxième année. Il faut le titre. Pour l'instant, il en est très loin. Et voilà, il va falloir réagir dès que possible. Et on sait que c'est dos au mur vraiment que Victor Martins est le plus fort. On l'a vu en 2020 quand il n'avait presque plus aucun soutien et qu'il a gagné la Formule Renault Eurocup. On l'a vu ne serait-ce que l'an passé en F2 où il était dans une spirale négative infernale, où il y a des gens qui voulaient qu'il soit banni de la F2 après le week-end de Monaco. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une série de top 5 de podiums, de victoires exceptionnelles et il a fini voilà, en apothéose. Selon les rumeurs, Douane est derrière Schumacher en pilote voulu par Alpine, alors Martins. Mais c'est normal. Mais c'est normal, puisque pour l'instant, Douane, il a fait 3ème de F2. Martins, actuellement, il est, je sais pas, 20ème, 18ème, 17ème, peut-être 17ème de F2. Évidemment, Alpine n'a aucune raison de penser à Victor Martins actuellement. Mais voilà, si Victor arrive à décrocher un titre de champion de F2 à la fin de l'année, il va très logiquement passer devant Jack Doohan. Alpine, je sais que c'est peut-être pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais quand même, un champion de F2 passe forcément en priorité face à un Jack Doohan. Donc voilà, et Mick Schumacher, on en a parlé très rapidement un peu plus tôt. Voilà, il y a encore des tests à faire pour s'assurer que déjà, est-ce qu'il va se faire prendre une pilule par Antonelli sur la Mercedes? Je ne sais pas. Bon, voilà. Aussi, on en parle un peu moins, mais on suivra d'un œil un peu plus distrait l'Eurocup 3 et la F4 tchèque, enfin la F4 d'Europe centrale, au Red Bull Ring. Ouais, sauf si le contrat de Douane est signé avant Abu Dhabi, mais j'y crois pas. Je vois pas, Non, mais c'est vrai qu'Alpine, ils sont pas à une décision stupide près, mais quel serait l'intérêt de précipiter les choses? Alpine, ils ont le temps, en fait. Ils ont le temps, au final, donc... À moins qu'ils signent un pilote style, enfin une pointure, hein, je sais pas. Il n'y a pas de raison de se précipiter. La priorité d'Alpine, je pense déjà, ça doit être d'essayer de garder Gasly et Ocon, mais je pense que Ocon va partir. D'ailleurs, oui, de ce que je comprends, Gasly va rester, Ocon devrait partir. La question c'est où. Et voilà, maintenant, qui à côté de Gasly, ça je sais pas. Je sais pas, donc voilà, on suivra d'un œil un peu plus distrait l'Eurocup 3, la F4 tchèque. La F4 tchèque, on le rappelle, avec un pilote français, Jonathan Correrella, qui avait fait un très bon début en Hongrie il y a quelques semaines.
Et en Eurocup 3, on suivra un peu aussi Owen Tongavelu, notre ex-pilote français devenu pilote vietnamien. Quand on voit la différence de traitement entre Berman et Martins, ça fait mal. Ah, clairement. Ah, clairement. Mais voilà, hein. Alpine ne soutient pas ses pilotes français. Alpine ne soutient pas ses pilotes français, ils soutiennent les pilotes qui ont de l'argent. Donc Martins n'en a pas. Ferrari, eux, bon, ils soutiennent les pilotes qui ont de l'argent. Berman a beaucoup d'argent, ce qui explique pourquoi ils le soutiennent autant aussi. Berman fait un mauvais début de saison en F2. Il est 19ème, je crois. Et pourtant, a priori, de ce qu'on entend, Berman chez Haas en 2025, ce serait déjà signé. Alors évidemment, il y a cette pige en F1 à Jeddah qui magnifie le tout, mais ça n'explique pas tout. Franchement, ça n'explique pas tout. Mais enfin, voilà, Oli Berman a de la chance d'être dans l'académie Ferrari, il a de la chance aussi d'être aussi bien soutenu financièrement. Victor Martins, malheureusement, n'a pas cette chance. Et voilà, la seule chose que Victor peut faire, c'est gagner le titre F2. Et voilà, espérer qu'une place se libère devant lui. Alors que voilà, pour Berman, c'est vrai qu'on a l'impression que presque quoi qu'il fasse en F2, on a l'impression que les portes vont s'ouvrir pour lui. Donc voilà. Berman, il faudra pas faire une De Vries. Bon, c'est pas très. Les situations ne sont pas du tout semblables. Hein. Il est juste presque 10 ans plus jeune que De Vries quand il arrive en F1. Donc il y a Premax, c'est bien foiré. Ah ouais, il y a Premax, c'est bien foiré aussi. Ferrari sans doute. Oui, mais sur les 2 week-ends de Bahreïn et de Melbourne, Antonelli battait Berman. Donc il n'y a pas que Prema qui s'est foiré, il y a Berman qui s'est foiré. Donc ça, là aussi, Berman va devoir remettre les pendules à l'heure quand même pour merci purée, vous êtes énorme sur ce live. Merci beaucoup Aurélien GRS pour son prime. Vous êtes juste énorme. Je vous adore et merci beaucoup Aurélien. Donc voilà, voilà, de ce qu'on entend, c'est vrai que Berman chez As, on a l'impression que c'est signé, mais quand même, il peut pas tout faire. Enfin, je sais pas, s'il fait vraiment 19ème de F2, je le vois pas monter en F1, je sais pas. Je sais pas. Je me trompe peut-être, hein, je n'en sais rien. Un fan de l'équipe de Decker de GRS. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Merci beaucoup aux différentes personnes qui ont sub. Attendez, je vais retrouver vos noms quand même, hein, puisque je peux quand même vous remercier individuellement. Merci beaucoup à tous les gens qui ont follow. Vous êtes énormes, on a passé les 500 followers. Donc merci beaucoup à Aurélien GRS, Nika Paléologue et Flo Lament pour leur sub. Merci beaucoup, c'est super, merci, je vous adore. Cyclo-Exen, si on peut caser un dernier hors-sujet. Énorme week-end des Français en WRC, OG qui fait le back-to-back après la Croatie et Fourmeau, P4, ça fait plaisir. J'avoue que moi, énorme coup de cœur pour Adrien Fourmeau. Non seulement parce que c'est une star sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que c'est un étudiant en médecine comme moi, enfin un ancien étudiant en médecine. Voilà. Donc évidemment, on le soutient tout particulièrement Adrien Fourmeau ici. Donc voilà, on va avoir droit à un week-end génial, je l'espère. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents sur ce live. Merci beaucoup donc à Evan Gilter pour avoir été présent sur ce live. La rediffusion devrait arriver peut-être pas dans la soirée ou dans la nuit ou début de matinée quoi. Début de matinée, la rediffusion arrivera sur Percy VOD. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille une vidéo de 9 minutes que j'ai fait avec les 8 Français engagés en FRECA sur la chaîne YouTube Percy VOD, aussi présente sur mon Insta et sur mon TikTok Percy Wolf, où j'ai parlé avec tous les Français en FRECA au circuit Paul Ricard. Voilà, c'était ma première vidéo vraiment dans ce style. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Évidemment, il y a quelques petits soucis son. Voilà, il n'y a pas encore un matériel professionnel. Hein, excusez-moi, mais voilà, vidéo que vous pouvez voir toute l'année si vous voulez redécouvrir qui est Evan Gilter, qui sont Enzo Dell'Ini, Théo Final, etc. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live de débrief FRECA F4 France. Évidemment, merci beaucoup à Evan Gilter pour être passé sur le live et pour s'être imposé dès
l'ouverture de la saison en Freca. On espère voilà autant de succès français, ce week-end à Imola en F2, en F3 et même peut-être voilà en F4 tchèque, hein, pourquoi pas. Donc voilà, vivement ce week-end. Je vous tiendrai informé sur Twitter si je peux faire un live avant le week-end ou peut. Enfin voilà, je vous tiendrai informé de toute façon. Voilà, suivez-moi sur Twitter, Insta, feederseries.net, YouTube sur PercyVOD, TikTok. Et voilà, très bonne soirée à tous et vive Evan Gilter, vive l'Africa, vive les Français. Salut!